Prêt pour un nouvel épisode? Alors, juste avant, je vous invite à aller faire un tour sur devenirtriathlète.com/commande. Vous pourrez retrouver notre livre sous la direction d'Olivier à 7 mains. On s'est mis autour d'une table pour vous proposer le meilleur pour savoir comment devenir triathlète, comment progresser en triathlon et enfin comment performer en triathlon. Je vous donne rendez-vous à la fin de cet épisode pour quelques derniers conseils. Allez, c'est parti pour devenir triathlète. Salut les sportifs, c'est Armano et vous êtes dans un nouvel épisode du podcast Devenir triathlète. Alors aujourd'hui, on ne fête pas uniquement un nouvel épisode, mais bien le lancement de la saison 2 du podcast. Alors aujourd'hui, on a essayé de faire les choses bien. On s'est pas contenté de vous proposer un nouvel épisode, puisqu'on vous propose le lancement de la saison 2. Et comme par hasard, la saison 2 coïncide à quelques jours près à l'anniversaire du podcast, puisqu'il y a quelques épisodes, on a fêté la première année. Ça coïncide aussi avec le lancement de la marque Ohana par Olivier de Scooter, mon compère de podcast. Et tiens d'ailleurs, salut Olivier. Salut Armano. Et puis après avoir reçu dans ce podcast chacun des contributeurs au livre Devenir triathlète, eh bien nous recevons aujourd'hui Fabien Moine, le créateur des éditions Exuvie et l'éditeur de notre livre. Salut Fabien. Salut Armano, salut Olivier, ravi de participer à ce podcast qui vient aussi marquer l'achèvement de ce projet collectif. Donc ravi d'être parmi vous et bonjour aux auditeurs. Merci à toi Fabien. Alors avant qu'on parle justement d'Exuvie, de ton nouveau métier d'éditeur, je me suis laissé dire que tu avais déjà eu l'occasion de nager, pédaler et courir. J'aimerais bien qu'on revienne sur cette étape-là de ta vie, mais déjà la première question que je pose à nos invités, c'est de se présenter. Rappelle-nous qui tu es, quel âge tu as, ce que tu fais dans la vie et peut-être quelle a été ta première rencontre avec le sport. Eh bien donc je m'appelle Fabien Moine, j'ai 40 ans. Là j'habite dans le Jura depuis une dizaine d'années, mais je suis originaire de Haute-Saône, donc franc-comtois. Mes premières expériences de sport, elles remontent tout jeune en fait, puisque je baigne dans une famille fan de foot. Donc comme tout jeune enfant, l'initiation au sport s'est faite en tout cas par le sport collectif, s'est faite par le football. Donc j'ai joué dès mes 6 ans. J'y joue encore. D'ailleurs, je précise pour la petite blague que je me suis fait ma première déchirure musculaire de ma vie la semaine dernière en jouant un match de football. Donc voilà, on aura l'occasion de reparler des séquences de blessures. Donc je joue au foot depuis 35 ans à peu près. En tant que sport individuel, j'ai été très tôt aussi vers le tennis de table, où j'ai fait beaucoup de compétitions à un niveau sympa. Enfin, ça m'équilibrait bien. Et puis à l'adolescence, à partir de 15-16 ans, j'ai fait beaucoup de cyclisme sur route. C'était que les périodes de vacances scolaires, c'était quotidien, c'était au moins 50-60 kilomètres, beaucoup de grosses sorties. Et je me remets là au VTT, mais on va dire mon attrait pour le vélo, c'est vraiment la route, l'époque Richard Virenque avec les vélos Peugeot. Donc j'étais fan. Donc j'ai beaucoup roulé. Je roule un peu moins maintenant, mais je m'y remets. Et puis pour tout ce qui est des sports aquatiques, j'étais très lacunaire à ce niveau-là et j'ai repris des cours il y a une dizaine d'années en piscine et puis donc pour perfectionner mon crawl. Et globalement, je suis plongeur aussi, donc apnée et bouteille. Donc voilà, c'est deux passions que je mène de front. Et évidemment pour des raisons de sécurité, parce que je suis dans un club de plongée et on est confronté à faire beaucoup de natation. Pour s'extraire de situations périlleuses et également pour porter secours aux plongeurs qui seraient avec nous dans les palanquets. Donc j'ai pas mal progressé au niveau du crawl et puis l'apnée également parce qu'il y a tout ce facteur de risque d'être en sous-oxygénation et de devoir faire un effort pour se sortir d'écueil parce que le premier facteur lorsqu'on fait de la plongée, qu'elle soit bouteille ou apnée, c'est la sécurité et là le perfectionnement dans la nage joue un rôle primordial pour soi mais aussi pour sauver la vie des autres. Donc voilà un petit peu mes implications sportives. Donc beaucoup de courses à pied aussi. Je cours quand je suis pas blessé tous les jours. Voilà, c'est quelque chose qui me fait vraiment du bien. Soit à jeun le matin, ou quand j'ai des journées chargées, je vais plutôt courir le soir pour me décharger. Ça se limite en général, je fais 1 heure. Et voilà un petit peu ce que c'est. Comment ensuite professionnellement, si je prends le temps de détailler. Avant peut-être de rentrer là-dedans, tu t'es quand même testé un petit peu sur le triathlon aussi. Alors le triathlon en tant que tel non, mais c'est un rêve. C'est pour ça que le livre arrive à point nommé. C'est-à-dire que je fais les disciplines de manière séparée. Vous savez, des fois quand on a quelque chose, qu'on a une passion, c'est presque on en fait un mythe au bout d'un moment. Et quand ça devient accessible, on y va un petit peu avec le recul. Et j'en suis un peu là avec le triathlon. C'est pour ça que le livre m'intéressait à fond. Parce que moi, je suis aussi dans cette posture-là de
comment je vais faire en fait? Parce que je viens d'une région, donc le Jura, où il y a beaucoup de triathlon, notamment la région des Grands Lacs, lac de Vouglan, qui accueille des grands sportifs, des décathloniens notamment. Et c'est une région qui est très connue, où j'allais en formation d'ailleurs, moi quand j'étais en école de football l'été. Et j'avais l'occasion de rencontrer notamment Stéphane Piazza, qui était champion du monde de décathlon, qui était des grands athlètes. Et donc là-bas se déroulent des grandes séquences de triathlon, un peu tout niveau. Attends, quand tu parles de Stéphane Plaza, tu veux dire l'agent immobilier d'M6? C'est ça, ouais, c'est d'autres performances. Là, c'était Piazza. Donc c'est en 80, là c'était 90-95. C'était le plus grand décathlonien français, champion du monde à cette époque-là. Et donc c'est une grande base nautique, et puis vu que c'est vallonné, c'est idéal pour le triathlon. Et donc il y a toujours eu cette volonté d'aller me confronter dans la région des Grands Lacs, ce qu'on appelle la région des 4 lacs dans le Jura, et de pratiquer pour la première fois le triathlon. Donc je cours en individuel, je fais de la route en individuel, je fais de la natation, mais essentiellement autour de ma passion de la plongée, mais j'ai jamais eu l'occasion d'associer les trois. C'est comme c'est le cheval qui tire un peu sur la bride. Tout le temps il y a cette envie-là, puis je me dis quand est-ce que j'y vais, il y a cette appréhension. En tout cas, je compte sur le livre pour qu'il me désinhibe complètement, puis que je puisse aller accomplir le sport qui est presque un rêve, parce que pour moi, là, je parlais du décathlon, qui est pour moi une discipline maîtresse, mais ça demande de compiler beaucoup de choses. Mais le triathlon, je pense que c'est un mythe pour beaucoup de sportifs, parce que c'est des sports qui sont très très pratiqués, et de pouvoir les enchaîner, pour moi, ça sera un accomplissement, surtout à 40 ans, où on rentre, on va dire, dans une deuxième partie de vie où on appréhende le sport de manière différente, on est moins en compétition qu'en plaisir. Tu parlais de ta passion pour la plongée, on parle de triathlon, on y reviendra dans le livre. Justement, il y a un passage où je parle du matériel. S'il te plaît, ne nous fais pas l'affront, si tu fais ton premier triathlon, de mettre un néo de plongée. Équipe-toi bien correctement, en tout cas les premières pages du livre devraient t'aider à ça. J'ai déjà eu l'occasion d'en parler avec Olivier, parce que moi du coup je vais m'entraîner, j'habite pas loin d'une rivière et je veux m'entraîner en eau vive. Et donc il m'a bien briefé déjà dessus, donc que je vais m'initier tout doucement à ça. Donc ouais, je vais pas mettre des combinaisons super flottantes de 3 mm, il y a pas de risque. On évitera le surf aussi, la combinaison de surf. Bref, tu nous as fait une très belle entrée en matière justement sur le livre. C'était un petit peu l'objectif de l'épisode d'aujourd'hui, parler de toi, parler de ta pratique du sport, mais aussi parler du livre Devenir triathlète. Tu nous disais que tu avais été plutôt intéressé par l'édition de ce livre, mais dans la partie édition, justement, il y a ce métier d'éditeur. Est-ce qu'on peut revenir un petit peu à toi et à comment est-ce qu'on devient éditeur? Surtout, tu nous dis que tu as une quarantaine d'années. Est-ce que tu as été éditeur toute ta vie ou est-ce que tu avais un autre métier, une autre vie avant? Alors j'ai eu plusieurs autres vies professionnelles. Au départ, moi, ce que je souhaitais, c'est être journaliste. Donc j'ai fait une formation de lettres et ensuite orienté communication. Et dès que j'ai rencontré dans mes études le développement informatique pour développer des sites internet, donc ça c'est vieux, c'était en 99. Moi j'étais déjà un peu geek à la base, de remonter des ordis, enfin j'aimais bien cet univers-là, puis c'était les tout débuts. Et donc je me suis dit c'est génial en tant que journaliste d'avoir un support multimédia. Vous vous rappelez, en 99, il y avait quasiment pas de vidéo, il y avait un tout petit peu d'audio, et surtout ça permettait de pas être limité en nombre de textes. Et moi ce que j'aimais, c'était lire des dossiers de fond, des articles. J'étais abonné au Courrier International, c'était vraiment ça qui m'animait. Je me dis je vais aller à fond dans le web. Il y a ma passion du journalisme plus et de l'écrit, de l'histoire, et ma compétence en informatique. Donc j'ai appris à coder. Donc j'ai un bac plus 5 j'ai un diplôme d'ingénieur maître métier des technologies de l'information. Donc c'était un diplôme un peu spécifique où c'est surtout sur la gestion de contenu, la base de données, la sémantique. Donc c'était super. Et donc ensuite je suis parti là-dedans. J'ai travaillé pour le Festival du cinéma africain de Montréal. C'était vraiment sur la partie culturelle où j'étais. Ensuite, je me suis mis à mon compte, et là, j'ai abandonné cette étape du journalisme pour être plus concentré sur on va dire, l'aspect technique. J'ai une grande passion pour la diététique et la nutrition, donc qui va souvent avec le sport. On aura l'occasion d'en reparler largement. Et donc, je me suis formé énormément à la nutrition, mais aussi au jeûne, à l'accompagnement de jeûne. Que j'ai découvert aussi par des aspects de sportifs. On aura l'occasion peut-être d'en reparler aussi. Donc là, je me suis formé j'ai passé un diplôme de diététique classique. Je me suis formé en naturopathie, notamment avec le biologiste Désiré Mérien, qui est devenu mon mentor et mon ami.
Et j'avais toujours donc j'ai fait beaucoup de consultations individuelles, 3-4 000, plusieurs, où j'ai coaché beaucoup de sportifs de haut niveau, voire de très haut niveau, des champions de France, des champions d'Europe, voilà, dans différentes disciplines, dont l'Ironman, puisque j'ai coaché aussi le champion d'Ironman amateur, qui était un pompier de Besançon à l'époque. Sa compagne aussi, la championne de France Ironman. Et donc voilà, donc j'étais dans cette pratique-là. Puis à un moment donné, j'ai réalisé un film documentaire sur le jeûne, parce que j'ai vraiment cette passion de transmettre des informations. Et je voulais qu'il soit au cinéma. Et pour qu'il soit au cinéma, il faut un référent distributeur. Et donc là, je me suis dit, est-ce qu'une maison d'édition peut être distributeur au cinéma? Oui. Et ben, je me suis dit, ce rêve-là que je portais depuis une quinzaine d'années d'avoir une maison d'édition, je le fais et je vais pouvoir éditer des livres sur la nutrition, sur la santé de manière globale et sur le sport, qui étaient mes passions. Puis pour moi, ça va de pair. Et on le voit dans le livre, travailler. Si on met pas la diététique au service du sport, il nous manque une roue, quoi, clairement. Donc pour moi, les deux sont presque indissociables. L'activité physique et la diététique vont ensemble. Et une bonne diététique sans faire tourner la machine, ça sert pas à grand chose et on crée plus de déséquilibre qu'autre chose. Et donc, j'ai lancé la maison d'édition Exuvie il y a 3 ans. Alors j'avais déjà une formation au métier du livre par mon bagage, donc il y a une vingtaine d'années maintenant. Et j'avais un réseau quand même qui était établi, et puis voilà, j'ai structuré donc les éditions Exuvie en 3 collections, une collection santé, une collection sport, une collection un peu plus, on va dire, société, mais qui est pas très développée en ce moment. Donc je suis devenu éditeur par passion, vraiment par passion, pour transmettre des informations pédagogiques pratiques pour des gens passionnés, et puis avec des gens crédibles. Donc les 2 collections majeures santé et sport, qui pour moi s'embrassent complètement, sont faites pour diffuser on va dire des guides théoriques et ou pratiques pour mieux prendre soin de soi, mieux se comprendre et mieux s'activer, on va dire. On s'écarte un petit peu du triathlon en tant que tel, mais je suis hyper curieux. Comment est-ce qu'on fait pour créer une maison d'édition? Alors la première chose déjà, tu le sais, quand on crée, déjà on crée un SIRET et on dépose des statuts. Et dans ces statuts-là, on va donner le cadre de la maison d'édition. Ensuite, on a un numéro INSEE où on est classé dans édition presse, éditeur. Et ensuite, on demande des numéros ISBN, une quarantaine, à la Bibliothèque nationale de France, et on est référencé. Et ensuite, il y a tout un schéma administratif qu'on va devoir respecter. C'est-à-dire que là, concrètement, pour le livre, il faut faire une déclaration préalable avant la BNF pour indiquer qu'on va sortir un livre, donc avec toutes les informations, le code barre, l'ISBN, la taille, le nombre de pages, si c'est en couleur ou pas, le gabarit, le format, le poids, qui eux vont valider. Et ensuite, on doit avoir un référent diffuseur. Donc ça, c'est une autre étape, c'est pouvoir faire des livres, ok, mais ensuite, comment on les distribue. Et donc là, il faut trouver un diffuseur, donc il y en a une 30aine en France. Et on va les choisir selon l'importance du volume de distribution qu'on aura, le positionnement aussi est langue, donc nous c'est plutôt santé et sport. Et ensuite on passe un contrat avec ce diffuseur, et ensuite il faut ouvrir des comptes vers beaucoup de distributeurs, dont Amazon, de la Fnac, etc. Et là c'est des démarches qui sont très très fastidieuses, c'est très protocolaire. Et les outils sont assez archaïques. Par exemple, il y a des sites de l'État français sur la Bibliothèque nationale du livre ou la CNIL qui n'ont pas bougé depuis 2002-2003. Donc je vous laisse imaginer le stockage des données et les bugs que ça peut occasionner. Donc c'est beaucoup d'administratifs. Et ensuite, on va faire il faut avoir un réseau de correcteurs, un réseau d'illustrateurs, un réseau de maquettistes, un réseau de graphistes, et puis de communication. Et puis là, on fonctionne comme une boîte classique après. Bon, ça c'est pour l'aspect peut-être un peu plus administratif et organisationnel. Comment tu fais pour trouver tes premiers auteurs? Moi, j'avais la chance d'avoir un réseau dans la santé. Donc j'ai contacté les gens que j'aimais. Je me suis fait ma liste de rêves et je me suis dit un jour j'éditerai ces auteurs-là. Et 2 ans après, pour les 2 tiers, c'est fait. Donc ça s'est fait par des concours. J'ai été au culot, j'ai appelé, je dis voilà, j'aime beaucoup. Alors il y a des gens que je connaissais plus ou moins directement. Puis j'ai fait beaucoup d'interviews comme on faisait des podcasts. Et donc il y a des auteurs qui avaient déjà pourtant écrit 20 ou 30 livres. J'aurais dit voilà, j'adore ce que vous faites. J'ai fondé ou je vais fonder une maison d'édition. Est-ce que ça vous dirait? Et la plupart ont dit oui. À ma grande surprise, et ma plus grande surprise, c'est Romain Molina, qui est l'auteur numéro 1 dans le rayon sport en France. Je l'ai démarché, sachant qu'il vend entre 10 et 20 000 livres, ce qui est gigantesque. On est plus que sur du best-seller, là, au niveau sport.
Et il avait sorti une dizaine de livres dans une maison d'édition majeure. Il a eu un problème avec cet éditeur-là, qui lui a pas payé ses droits. Et moi, je suivais son travail, j'étais un gros fan, et je l'ai démarché au culot par mail. Et puis ça l'a fait. Il a eu confiance. Il y a aucune logique à ce qu'il est signé avec nous. Et puis là, on travaille sur son deuxième livre. Et ça s'est fait comme ça. Après, le bouche à oreille du fait qu'on ait travaillé correctement avec les auteurs, ça a étendu. On a eu entre guillemets une bonne réputation. Et maintenant, ça roule. Il y a deux auteurs avec qui je vais, mais maintenant, je reçois beaucoup de manuscrits. On va dire 2-3 par semaine. Et j'en conserve peu dans le lot parce qu'on a un positionnement précis. Puis le but, c'est d'être que très haut de gamme, qu'on soit connoté très haut de gamme. Moi, j'ai une grande source d'inspiration, c'est les éditions Thierry Soucard. Je suis qui édite d'ailleurs de la santé et du sport. Et donc, je m'étais dit, j'aimerais qu'on évalue Exuvie comme moi j'ai évalué Thierry Soucard. C'est-à-dire, il y a un thème qui me plaît, je regarde la 4e de couve, je commande. Je vais même pas plus loin. Je sais qu'en fait, c'est un gage de qualité, quoi. Voilà, c'est un label de qualité. Moi, je veux qu'on ait cette image-là. Donc, j'essaye de travailler le fond et la forme de la meilleure façon. Et c'est pour ça que j'ai une grande exigence sur la ligne éditoriale. Comme ça, on peut emmener notre public de manière pédagogique beaucoup plus loin. Ouais, mais ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui est important. Parce qu'en fait, je pense qu'il y a quand même beaucoup de gens qui se disent, un jour, j'écris un livre. Et donc j'imagine que les maisons d'édition, enfin en tout cas nous c'est un peu les retours qu'on a eu, c'est que elles sont souvent débordées de manuscrits, elles reçoivent tout le temps des manuscrits. Enfin voilà, tu nous diras comment ça se passe, mais moi c'est un peu le retour que j'avais eu, parce qu'effectivement je pense qu'il y a un peu tout le monde qui veut écrire. Après voilà, tout le monde n'est pas forcément a pas forcément la carrure ou l'expérience. Enfin voilà, je sais pas quelles sont d'ailleurs d'après toi les qualités d'un bon auteur, ou en tout cas de ce qui fera un bon bouquin. C'est quoi pour toi? Eh ben, alors disons que des manuscrits on en reçoit beaucoup, et je dirais qu'avec les confinements successifs qu'il y a eu, le temps qui est aussi un temps supplémentaire accordé au loisir, et comme tu dis beaucoup de personnes ont ça, plus une période un peu particulière où on est beaucoup en réflexion sur nous-mêmes ou autre chose, beaucoup de personnes ont des choses à dire. Par contre, est-ce que ça dépasse ta petite condition personnelle? Quelle est la plus-value amenée à l'autre? Quelle est l'expertise et quelle est la pertinence? Et en fait, c'est quel est l'angle? Donc des ouvrages, j'en reçois beaucoup. Moi déjà, c'est est-ce que ça va me passionner en tant que lecteur? C'est-à-dire le premier filtre, c'est ça. Exuvie représente 4 fois plus de travail pour moi qu'avant, et 4 fois moins de revenus, pour faire très résumé. Donc c'est un choix de passion, et donc je n'édite aucun livre que j'ai pas grand plaisir à lire. Faut vraiment que ça me passionne, parce qu'après je peux pas le porter en tant qu'éditeur, et je peux pas le motiver aussi les équipes avec qui je collabore dessus. Donc ça, c'est la première chose. Faut qu'il y ait quelque chose à dire. Et puis, quelle est l'expertise et la pertinence de la personne? Par exemple, on m'envoie beaucoup de livres sur la diététique, mais ce sont des livres théoriques. Si la personne n'a pas fait de consultation en cabinet, elle s'est mangé des milliers et des milliers de cas pratiques, si elle ne s'est pas heurtée au réel, ça m'intéresse pas. Par exemple, quelqu'un sur le sport qui me dit tiens, j'aime le triathlon et j'écris un livre sur le triathlon. Bon, d'accord, mais alors est-ce que tu as performé, ou est-ce que tu as fait des études, ou est-ce que tu as vraiment philosophé autour de... Quel est ton regard? Si c'est juste j'aime bien ça, puis c'est un livre passion, comme on m'en propose souvent, notamment sur la course à pied, pareil, je ne donne pas suite. J'ai édité un livre sur l'ultra trail de Eric Bonnotte, et il m'avait plu parce que toutes ces séquences d'entraînement et l'âge avancé qu'il avait, il a fait 140 ultra trail, donc ça commence à faire pas mal. Et c'était vraiment un pionnier. Puis il a fait des podiums sur le tour du Mont Blanc, l'UTMB. Donc bon, ça commence à causer. Et lui, par exemple, il parlait beaucoup du sport à jeun, voire du jeûne. C'est pour ça qu'il m'avait rencontré à travers tout ce que je diffusais, le jeûne et les sportifs, qui va à contre-courant. Et lui, des séquences d'entraînement où là, on parlait, moi je me suis fait une déchirure au quadriceps, de se faire justement des micro-lésions au quadriceps en descendant des descentes pour renforcer ses muscles, pour aller plus loin. Et il y avait aussi le fait de courir extrêmement lentement, c'est-à-dire à des rythmes de 5-6 km/h pour courir plus lentement. Donc lui, il amenait 3 choses qui sortaient des standards de l'ultra, des ultras en course à pied. Donc je me suis dit, tiens, il y a un truc sympa. Puis bon, il est ingénieur et il est prof. Donc c'est-à-dire, il avait une pédagogie de dingue. Donc tout ça mis au service d'un livre. Je me suis pas posé la question quand j'ai commencé de le lire. Et en plus, il avait de l'humour dedans. Ça faisait un super livre. Et pour moi,
Je me suis pas trompé. Alors qu'on me propose beaucoup de livres sur la course à pied, mais qui ne m'évoquent pas grand-chose parce que, alors c'est subjectif, hein, tout ça. Hein. Là, je donne des critères objectifs, mais à un moment donné, il y a des critères subjectifs. C'est le style me parle pas parce qu'il faut savoir écrire, il faut savoir organiser une pensée, avoir un esprit de synthèse, être passionné et avoir de la connaissance, ça ne fait pas tout, quoi. Bien sûr. Voilà un petit peu, grosso modo, comment je choisis. Donc, c'est le coup de cœur. Et puis, faut pas se le cacher non plus. À un moment, même si c'est pas standardisé, faut que la personne, elle ait un minimum de réseau aussi, parce que, faut faire des livres, il y en a plein. Il y en a beaucoup. Énormément. Je dirais même trop. Enfin, même si on pourrait dire, il n'y a jamais trop de livres. Mais en tout cas, il y a trop de livres par rapport au peu de communication qui est possible. Et on a une sursaturation des réseaux de communication, qu'ils soient numériques ou autres. Et c'est très dur de se frayer une place. Donc, si l'auteur a un nom ou un réseau, c'est un énorme plus pour nous parce qu'on se sent pas tout seul à devoir porter le projet, quoi. Et donc, au final, le but, c'est de le vendre aussi, le livre. Ah oui, il y a pas de vie économique de la maison d'édition si on fait que des choses passionnées sans avoir un regard pragmatique économique. On est cuit, quoi. Donc il y a aussi, c'est un peu une conjonction de plusieurs paramètres. Il y a des fois on fait des coups de poker, quoi, clairement, parce qu'on se dit là il y a tous les voyants sont. J'ai réédité des textes d'auteurs morts inconnus. Donc là tu sais que le réseau de l'auteur c'est 0,0. Il y a cette envie passionnée. Moi ça part quand même toujours de la passion, toujours. On va revenir sur le triathlon et sur le livre en question, mais et sur le jeûne aussi d'ailleurs. Je pense que c'est intéressant. On va pouvoir en toucher quelques mots. Aujourd'hui, à l'heure de la digitalisation, où l'industrie de la presse, en tout cas, a tendance à pas forcément bien se porter en ce moment. Comment ça se passe au niveau de l'édition, du monde de l'édition? Est-ce que justement les ventes ont tendance à baisser? Est-ce que les gens vont de plus en plus vers du e-book ou des Kindle, etc. Ou bien est-ce que l'industrie du livre se porte bien aujourd'hui? Alors l'industrie du livre globalement se porte pas très bien. Il y a plusieurs phénomènes à cela. C'est-à-dire qu'on a une tranche d'âge de lecteurs qui se situe plutôt entre 30-35 ans et 50-55 ans, grosso modo, et où les jeunes générations lisent beaucoup moins. Donc ça, c'est un fait qui est observé. Et attends, entre 35 et 50, il se passe quoi du coup? Eh là, c'est là que se trouvent les lecteurs. Ah d'accord, c'est entre 30-35 et 50-55, c'est ce que tu veux dire? Ouais, 30-35 et 50-55, c'est là se situe l'électorat. Donc il y a par exemple des super livres qui sortent, mais qui sont par exemple, moi on m'a proposé sur la santé au niveau gériatrie, de la prise en charge des super projets, et les auteurs se sont fait recaler de toutes les maisons d'édition parce qu'on leur a dit non, c'est pas notre tranche d'âge. Moi je pense que je vais y aller parce que je dis oui, mais qui prend soin des vieux? Les enfants des vieux. Donc le lectorat, il va se situer dans cette tranche-là. Si tu as un raisonnement complètement pragmatique, pour moi, il est pas bon. Bref, en tout cas, c'est de dire que les jeunes générations, donc on va dire en dessous de 30 ans, consomment plus de l'information via les vidéos. C'est pas tellement les e-books. Les e-books en France, c'est pas culturellement, ça prend pas. Autant dans les pays anglo-saxons, il y a une progression qui est assez forte, et on l'a vu notamment au niveau des premiers confinements, lorsqu'il y a eu des ruptures d'approvisionnement et des fermetures des librairies. Les pays anglo-saxons, notamment l'Angleterre, il y a une explosion des e-books de 30%. En France, c'était en dessous de 5%. Il y avait plus le réflexe de commander en livre. D'ailleurs, c'est là que les ventes ont commencé à vraiment exploser. C'était par le fait de commandes à distance, notamment sur les livres sport, parce que les gens pouvaient plus faire de sport dans leur structure, donc ils cherchaient à s'autonomiser. Donc les livres sur les courses à pied, ça leur allait très bien. Et donc il y a ce fossé générationnel là qui fait que les jeunes lisent globalement moins et vont plutôt se documenter par le biais de la vidéo. Donc c'est là où j'ai justement beaucoup réfléchi sur la communication vidéo pour aller toucher ce public-là, pour le ramener vers le livre, de les amener vers le livre à travers la vidéo. Et puis il y a aussi une réalité économique que souvent un livre, c'est un plus plaisir, et que du coup, quand les budgets sont rognés, en période un petit peu de récession ou de crise économique ou de difficultés même temporaires, on va rogner sur l'achat de disques musicaux, de DVD et de livres. Donc Et ça c'est assez étonnant. Enfin, je peux comprendre le raisonnement, mais moi typiquement j'ai toujours eu tendance à organiser de manière très structurée mes finances personnelles avec des budgets par mois, etc. Et j'ai un budget apprentissage, c'est-à-dire qu'une partie de mes revenus, systématiquement, ça va là-dedans
Alors je sais plus combien c'est parce que ça change un peu en fonction des mois, mais en gros c'est un pourcentage et automatiquement je sais que ça va me permettre de me payer tout ce qui est formation ou livre. Et donc c'est pour ça que moi en fait dès qu'on me recommande un livre, mon premier réflexe c'est de le commander. Je le commande automatiquement, je fais ça en ligne, ça me prend même pas 2 minutes. Mais au moins je sais qu'il a, et bon, résultat, je me retrouve avec une bibliothèque énorme et plein de bouquins que j'ai jamais lus, mais en même temps j'adore ça parce que je sais qu'ils sont là et je sais que je les lirai à un moment ou l'autre, et pour moi c'est un truc, ça a pas de prix. En même temps un bouquin, bon, c'est jamais non plus un budget énorme, enfin je veux dire la plupart des bouquins c'est entre 10, 15, 20, 30 euros pour les plus chers, mais je veux dire ça reste quand même quelque chose qui est accessible. Et moi c'est vraiment ça, et peut-être l'alimentation aussi quand même, manger sain. Mais je dirais que la bouffe et les bouquins c'est les 2 trucs où je vais jamais regarder le prix. J'ai exactement la même philosophie que toi, y compris pour les formations personnelles ou même de développement un peu plus personnel, on va dire, ou justement évoluer. Donc là on se positionne nous en tant qu'élève et puis de personnes qui cherchent à grandir. Mais si tu regardes le sport, ça n'a pas un coût économique. Par exemple, aller courir, t'achètes une paire de running et puis tu y vas. Enfin, maintenant, les running coûtent de plus en plus cher, hein, et ça représente quelques bouquins quand même, une bonne paire de running. On est d'accord. C'est 5-6 bouquins, c'est vrai. Mais on va dire que tu investis, ou même il y a des sports, moins un vélo. Maintenant, tout le monde peut avoir un vélo, même d'occasion, tu vas sur le Bon Coin. À 150 €, tu peux avoir un vélo à peu près correct. Après, c'est la question de la disposition du temps que tu vas organiser. Donc, c'est-à-dire que là, dans la discussion qu'on a, Olivier, toi, tu dis, moi, j'accorde du temps et de l'argent pour mieux me découvrir et mieux évoluer, mieux me comporter avec moi sur tout un tas d'aspects, qu'ils soient pro ou personnels. Sauf qu'on voit plutôt que le mode de consommation actuel tend vers le divertissement, et pas vraiment le divertissement culturel, mais on va dire la distraction. Donc où en fait ce sont les écrans qui vont monopoliser ce temps et ce budget-là. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui me disent ouais mais le livre est cher. Oui, je dis oui, mais ton abonnement Canal Satellite, ton abonnement Netflix, ton abonnement Orange TV, ton abonnement pour ta console de jeux vidéo à 20 € par mois pour pouvoir jouer en live, tout ça, ça représente aussi un budget culturel entre guillemets. Et puis après, il y en a qui me disent oui, mais moi je préfère du coup, j'ai le crédit de la voiture. C'est des choix d'organisation de budget. Et c'est vrai que les premiers qui sont sabrés, ce sont souvent les sorties cinéma, parce que maintenant c'est un coût, et les livres ou DVD. Et en même temps, une sortie cinéma, c'est limite le coût d'un livre, tu vois. Enfin, 1 ou 2 sorties cinéma, c'est un bouquin. Ah on est d'accord, hein, que tu gardes à vie. Et donc c'est pour ça que oui, non, mais que tu gardes à vie. Et je veux dire, un bon bouquin, c'est quand même une référence. Et c'est un truc que tu peux y retourner, tu peux le prêter, et à la limite tu peux même le revendre, tu vois, si jamais un jour je sais pas, vraiment t'en as plus besoin ou t'es passé à autre chose, j'en sais rien, mais je veux dire c'est un peu, allez, c'est limite un actif, tu vois, que tu as dans ton chez toi, dans ton patrimoine entre guillemets, en tout cas ton patrimoine je sais pas, culturel, intellectuel, on pourrait dire. Alors que bon, au cinéma, c'est t'as passé un bon moment pendant 1h30, 2 heures, et puis voilà quoi. C'est ça, ça s'évanouit. Alors, le positionnement d'Exuvie, c'était vraiment avec des livres de garde. C'est que des livres de garde qui font grandir, qui donnent accès à de la connaissance et que tu vas avoir envie de prêter et puis de transmettre à tes enfants. C'est-à-dire que l'intention cachée derrière Exuvie, c'est que ce soit la bibliothèque idéale pour mon enfant, qui a 8 ans. Donc il y a aussi ce choix-là qui est très important pour moi, c'est de dire si je dois l'éveiller à des thématiques qui me tiennent à cœur, il faut que les livres que j'ai choisis transmettent aussi la philosophie de pensée, et ce qui m'anime moi, c'est si j'arrive pas à lui transmettre moi de papa à enfant, que le médiateur qui est l'auteur puisse le faire, parce que c'est vraiment un instrument de savoir, et c'est pour ça que j'essaye de faire du beau livre, de soigner beaucoup. C'est souvent des illustrations, de faire beau pour dire j'ai le plaisir à découvrir quelque chose et à le garder, et puis à l'observer tout simplement. Oui, et puis ce qui est génial aussi avec les livres qu'on a chez soi, enfin moi c'est ce que je fais systématiquement, c'est que je souligne les extraits qui me plaisent, les choses dont je veux me souvenir, et en fait en faisant ça, je vais pouvoir me relire l'entièreté d'un bouquin, en tout cas me rappeler tous les concepts clés en 5, 10, 20 minutes quelques années plus tard, juste en relisant en fait ce que j'avais souligné. Et donc ça je trouve c'est génial, parce qu'en fait c'est une base, ça fait vraiment partie de tes connaissances quoi, qui sont peut-être plus tout à fait dans ta tête, parce que tu as peut-être oublié certaines choses, mais tu sais qu'elles sont là, il suffit de tendre le bras, t'ouvres ton bouquin et en fait tu te remémores tout quoi.
Alors, le problème, ça va être le livre, devenir triathlète. Qu'est-ce que tu vas faire, Olivier? Tu vas être obligé de souligner toutes les pages parce que on a quand même mis beaucoup d'âme et beaucoup de travail dans la rédaction de ce livre. Normalement, je le connais par cœur parce que je l'ai déjà relu pour quand même pas mal de fois. Alors justement, c'était un point sur lequel je voulais revenir parce que Fabien, tu parles de ta passion pour le livre et pour la maison d'édition Exuvie. Je voudrais faire tomber les masques sur certaines choses. Écrire un livre, c'est pas forcément uniquement prendre une page blanche, un beau stylo ou une belle page Word et jeter quelques mots au clavier. C'est aussi beaucoup de travail en plus après avoir jeté tout ça sur une page. C'est de la relecture, c'est de la correction, c'est de la remise en forme, c'est pour les bouquins Exuvie des illustrations. Est-ce que l'un comme l'autre, puisque Olivier, tu as été le chef d'orchestre de l'équipe Devenir triathlète, Fabien, tu es l'éditeur, est-ce que l'un comme l'autre, vous avez une idée du nombre de passages, repassages, repassages sur le livre ou peut-être du temps de travail, du temps de relecture que ça a demandé? Un an. Non, mais c'est vrai. Enfin, non, allez, je dis un an, j'exagère, mais en gros, ce projet. Alors, moi, à l'été 2020, j'ai voulu faire un peu une compilation des bonnes pratiques dans les différentes disciplines. Et bon, j'ai aussi commencé par faire un petit benchmark, donc voilà une liste des livres existants autour du triathlon, parce que bon, moi-même ça m'intéresse, enfin je suis triathlète, j'ai envie de progresser, j'ai un nutritionniste, j'ai un coach, j'essaye d'optimiser un petit peu mon matériel, etc. Donc voilà, il y a plein de choses qu'on essaie d'optimiser au jour le jour. Et je me dis, bah tiens, est-ce qu'il y a des bouquins là-dessus? Alors j'avais acheté un premier bouquin qui s'appelait La Bible du triathlon. J'en avais lu un autre aussi, Fast Track Triathlon. Enfin voilà, et j'avais demandé aussi sur des groupes Facebook de triathlètes, et j'avais demandé, c'est quoi pour vous les bouquins de triathlon que je dois absolument lire, etc. Et donc ça m'avait permis de faire vraiment mon benchmark. Voilà, j'étais arrivé à une dizaine de bouquins, je pense, différents. J'en avais lu plusieurs, il y a des trucs intéressants que j'ai pu prendre, mais je trouvais que systématiquement c'était un point de vue qui était pas suffisamment exhaustif, c'est-à-dire que c'était la plupart du temps c'est un coach. Donc c'est un coach il va être très bon pour tout ce qui est planification d'entraînement, etc. Mais bon, la nutrition, c'est pas forcément son domaine, c'est pas forcément un nutritionniste. Il aura forcément des éléments de base et tout ça, c'est sûr, mais voilà, il va pas pouvoir rentrer autant en profondeur dans chacun des sujets. Et donc, l'idée un petit peu mûrie, jusque, grosso modo, fin 2020, je sais pas, on devait être probablement au mois de décembre, de l'année passée. Et c'est à ce moment-là que, j'ai contacté les différents co-auteurs, parce que voilà, j'avais en gros la structure, un petit peu le squelette du livre, et je me suis dit, de qui est-ce que j'ai besoin? Parce que voilà, moi je suis ni coach, ni nutritionniste, ni champion du monde, ni quoi que ce soit. Donc ce que moi je connaissais un petit peu, c'était la gestion du temps et l'organisation personnelle, la productivité, parce que j'avais donné pas mal de formations sur ces sujets-là en entreprise, parce que j'avais travaillé dans le conseil, en management et tout ça. Mais voilà, je m'y connaissais pas pas en tout cas suffisamment pour les autres sujets, j'avais pas cette légitimité, et donc je suis allé voir à chaque fois les bonnes personnes. Et ça, c'était au mois de décembre. Et je pense que on est arrivé fin décembre, on avait l'équipe qui était complète, et c'est là qu'on a commencé. Et en fait, la rédaction était super vite. Enfin, Mano, tu pourras le témoigner, mais je crois que ça a dû prendre 6 semaines la rédaction. C'était très rapide. Chacun y a mis beaucoup d'énergie et on était parti sur quelques notes de bons conseils, et ça s'est effectivement transformé en plus qu'une bible du triathlète. Oui, parce qu'au final, c'est vrai qu'au début, on n'a pas forcément eu l'ambition au début de révolutionner complètement le livre du triathlon. Enfin, c'était plus, on va faire un petit truc sympa, on va essayer de consolider un petit peu nos expertises, et puis de fil en aiguille, on s'est rendu compte qu'en fait, on avait un truc quand même très solide et qui pouvait effectivement intéresser énormément de personnes. Et donc voilà, donc le projet a un petit peu évolué entre-temps, c'est clair. Mais voilà, la rédaction en tant que telle, en fait, on connaissait tous déjà nos sujets. On était tous spécialistes entre guillemets sur des sujets, et tous les auteurs avaient justement cet aspect très pédagogique, et donc ce qui a énormément facilité les choses, puisque on a pu écrire très rapidement. En fait, c'était vraiment consolider tout nos savoirs entre guillemets dans nos domaines respectifs, et voilà, donc ça a pris 6 semaines, et après 6 semaines ça nous amène grosso modo à mi-février. De mi-février à aujourd'hui fin novembre, ça a été que de la relecture, de la mise en page, et puis voilà. Donc te dire combien de fois est-ce qu'on l'a relu, je sais pas. Moi je pense que j'ai dû relire
à mon avis, de A à Z, peut-être 10 fois, quoi, facilement. Et alors toi, Fabien, tu nous as dit que tu avais été conquis par le projet. Est-ce que tu as l'impression que le manuscrit original a été retravaillé énormément? Est-ce que toi, tu y as mis beaucoup ta patte, toi ou tes équipes avaient beaucoup joué sur la modification, la relecture du livre? Parce qu'il y avait quand même une spécificité aussi qu'on n'a pas forcément rappelé en début de cet épisode, c'est que nous étions 7 à écrire ce livre, et donc avec 5 sujets différents, 5 pattes différentes, 5 façons d'écrire différentes. Quel a été toi ton apport, Fabien, sur la finalité écrite du livre? Alors ça, c'est une question qui est hyper intéressante et qui rejoint celle sur le choix des auteurs. Donc il y avait aussi une demande d'Olivier que le livre reste dans une actualité assez rapide. Donc ça entend que le manuscrit soit déjà une très bonne base. Ce qu'il était, c'est d'ailleurs pour ça qu'on est rapidement entré en échange assez pointu sur le fait de pouvoir l'éditer ou pas. S'il n'y avait pas eu de cohérence au niveau écriture, ça se serait senti, et le lecteur, ça va pas, quoi, ça colle pas. Donc le niveau d'expression du français, le style des phrases, si c'est un auteur qui a un style plus développé, on va dire empoulé, qu'un autre qui est vraiment descriptif pragmatique avec sujet-verbe complément, au niveau forme, ça va pas. Même si le contenu est hyper pertinent, c'est ce que je disais, c'est faut avoir des choses à dire, mais il faut savoir comment les dire. Et là, on voyait qu'il y avait eu on va dire une élaboration, il y a une concertation technique pour que ça se fasse. Est-ce qu'a joué beaucoup sur le fait de pouvoir le faire. En tout cas, moi, j'ai envie de le faire pour ça. Et aussi ce travail de relecture qui avait été fait en amont. Il y a des fois des manuscrits qui sont très bien sur le fond, mais qui sont indigestes à lire parce que bourrés de fautes d'orthographe, parce que c'est pas le truc des personnes, qui sont pas structurées. J'ai déjà reçu des manuscrits au kilomètre. C'est-à-dire, les personnes savent pas faire des paragraphes. Donc c'est ça. Et là, il y avait déjà une structure qui était importante, et je dirais, sans passer la brosse à reluire, chapeau à Olivier, parce que c'est un vrai travail, c'est un vrai savoir-faire, et donc là, c'est sans doute les compétences professionnelles que tu as en parallèle qui t'ont permis de bien manager, de coordonner tout ça, parce qu'un livre écrit de manière collective, c'est encore autre chose que d'écrire de manière individuelle. Donc moi, je suis 100% d'accord avec toi, et d'ailleurs, je savais pas moi, je me rendais pas compte, en fait, pour moi, dans ma tête, c'était 6 semaines de rédaction, et puis une semaine ou deux de relecture et de mise en page, quoi. En fait, ça a été 6 semaines de rédaction, et puis il y a eu dû avoir 3-4 mois de relecture et de mise en page. Et puis après, c'est passé dans vos mains, Fabien, donc côté éditeur, où il y a encore eu un petit peu de mise en page. Puis c'est toujours beaucoup de. Moi, souvent, les gens me disent, t'es fatigué, pourtant t'as rien à faire. Tu prends le texte, tu l'imprimes. Non, ça se passe pas. Ça se passe pas comme ça. C'est-à-dire, faut déjà le lire, faut le comprendre, faut avoir un regard critique, faut être en proposition s'il y a besoin. Ensuite, faut choisir des relecteurs. Et donc, moi, je choisis des relecteurs à la fois passionnés par le sujet, pour qu'ils aient un regard aussi critique, et d'autres dont le sujet les rebute. Et c'est volontaire, c'est comme ça, eux, ils vont être sur la forme. Parce que le fond, ça les énerve, et ils vont être d'autant plus pointilleux en disant, là, c'est vraiment, c'est là-dessus, c'est comme ça. Donc, j'aurai des retours complémentaires. L'idée, c'est d'avoir un retour circulaire. Ensuite, il faut briefer la personne qui fait les illustrations et la mise en page. Et puis, il y a une recherche, quelle police de caractère on va prendre, quel interlignage on va faire, quelle largeur de paragraphe, quelle couleur on va choisir, parce que là, c'est un livre en couleur, donc c'est encore particulier. Quel grammage de papier, parce que là, on a choisi du papier très épais, d'habitude, on imprime surtout 90 grammes. Là, on a choisi du 110 grammes, pour que, vu qu'on a fait des gros aplats d'illustration en pleine page, qu'il n'y ait pas d'effet de transparence avec le texte. Donc là, il faut trouver ensuite l'imprimeur qui va pouvoir faire ça. Puis l'imprimeur qui va le faire à des coûts corrects. Vu que c'est un livre qui est un guide pratique qui est assez épais, moi je me suis dit, pour pas qu'il se corne, pour que ça reste un beau livre de garde et puis qu'on respecte le lecteur, on va faire des rabats. Donc des rabats, c'est comme si on faisait une deuxième couverture, parce que c'est le deuxième niveau. Donc là, c'est un choix qui implique, concrètement, ça augmente le prix de 12% du livre. Pour nous, dans le coût interne de fonctionnement. Et ensuite, c'est dire le grammage de la couverture, les illustrations, comment on va faire. Là, on a choisi de faire une couleur par chapitre. Et donc, il y a plein de choix qu'on coche. Et c'est vrai que si on ne les voit pas, quand un livre est bien fait, on se dit c'est pas grand-chose. C'est quand on voit des défauts à un livre
qu'on se rend compte qu'en fait il y a des choix en amont. Je prends l'exemple, souvent on me dit c'est quoi un bon arbitre dans un sport collectif? Un bon arbitre, c'est un arbitre auquel tu fais pas attention. Donc ça veut dire que tous les choix qu'il a fait ont été invisibles. Donc ce sont des bons choix. Quand tu fais des mauvais choix, c'est apparent. Dire tiens, on voit pas l'arbitre, on n'entend pas parler de l'arbitre. C'est qu'il est bien. Et donc quand on commente pas un livre négativement, on connaît juste c'est beau, c'est que le livre est réussi. Donc c'est un travail qui est assez ingrat et éditeur. Parce qu'on va souvent parler du texte, du contenu de l'auteur, et c'est normal parce que c'est son projet à lui. Mais comment tu le valorises, comment tu le mets en lumière et comment tu le mets en lien avec son lecteur, ça c'est tout le travail de l'éditeur. Et moi j'aime bien, c'est pour ça que je dis le travail d'éditeur, c'est surtout créer des espaces d'expression pour les auteurs. Pareil, ça peut être aussi choisir un préfacier. Donc là, il était déjà là. Puis après, créer un espace d'expression aussi pour les graphistes et les illustrateurs pour que ça matche. Et moi, honnêtement, je suis extrêmement content et je vais pas m'en cacher, très fier du résultat parce que on a réussi à mettre la forme au niveau du contenu. Et ce qui a déclenché moi j'aime les bibles et les guides pratiques, on va dire. Ça, je suis très consommateur de ça, des gens qui ont un esprit de synthèse, mais qui développent cette synthèse-là. Et c'est ce que représente ce livre-là. Donc, fallait faire attention à ce que ça soit dans le propos grand public, mais en même temps pas trop vulgarisé, spécifique, sans non plus perdre les gens. Vous développez sur l'aspect nutrition, mais moi j'ai l'impression d'être calé, donc je veux pas ça. Et donc ça se retrouve aussi sur comment on le met en page. Et je pense que les codes couleurs vont beaucoup aider à ça. Et je pense que c'était aussi un des gros challenges au niveau du livre, c'est que à la fois on voulait quelque chose qui soit on voulait être dans la vulgarisation, et donc on voulait faire en sorte de démocratiser un petit peu un sport qui peut être un peu qui peut paraître un peu élitiste ou un peu inatteignable pour certains. Donc on voulait justement démystifier un petit peu le sport, quoi. Et en même temps, on voulait pas non plus faire un truc trop débutant, le triathlon pour les nuls, quoi. C'est-à-dire que il y a en fait tous les triathlètes, même les triathlètes professionnels qui ont relu le bouquin, etc., qui ont dit en fait j'ai trouvé ça hyper intéressant et j'ai appris plein de trucs. Et même dans les différents co-auteurs, en lisant les chapitres les uns des autres, je pense qu'on a tous appris des trucs. Parce que on repart un petit peu de la base, on vulgarise les choses, mais on va aussi rentrer dans des explications qui sont assez techniques, qui sont assez scientifiques. On parle de matériel, on parle de plan d'entraînement, les phases d'entraînement. On va vraiment décomposer en fait et expliquer pourquoi est-ce que on va planifier les choses de telle manière, c'est quoi les différents cycles d'entraînement, etc. On rentre dans la prévention des blessures, on va aller expliquer quelles sont les grandes blessures en fonction des 3 différents sports, comment est-ce qu'on va pouvoir les prévenir. Donc avec des schémas, on va aller comprendre c'est quoi la différence entre un muscle, un tendon, un os, un ligament, et on va vraiment essayer de comprendre le pourquoi à chaque fois. Idem dans la nutrition, il y a énormément d'explications et Valentin a fait un très bon boulot à ce niveau-là, c'est que il vulgarise très bien, il schématise en fait des processus qui sont quand même relativement complexes et qui sont pas connus de la plupart des gens. Donc on essaie quand même d'amener une plus-value à chaque fois. Et pareil pour la préparation mentale, on se base énormément sur plein d'études scientifiques, et donc c'est vulgarisé, mais en même temps, je pense que c'est pas un truc qui est fait uniquement pour les triathlètes débutants qui veulent s'y mettre, quoi. C'est un truc, je pense, qui sera utile à tous les triathlètes, peu importe leur niveau, en fait. Et c'était vraiment ça le challenge. C'est cet équilibre-là qui est le plus dur, hein. Le livre d'Eric Bonnot, Ultra Finisher, c'était pareil. On voulait pas en faire un truc vulgarisé, comme tu dis, la course à pied pour les nuls. Puis qu'en même temps, ça amène à quelque chose de pertinent. Et regarde, c'est pour ça le fait d'avoir 7 spécialistes et puis qu'on su s'exprimer de manière didactique et simple, c'était pour moi la clé de voûte parce qu'il y a beaucoup de livres, moi j'ai beaucoup de passion pour pas mal de choses, où des fois faut s'accrocher, puis tu dis là on va dire ils ne parlent qu'à une niche. Donc là, ça devient trop technique et du coup on s'y perd, ou bien ça devient trop généraliste et du coup on se dit je connais. et donc là ce qui était c'est traduit, on a beaucoup réfléchi, notamment là tu l'as vu, là, le travail d'éditeur, c'était sur le programme des 12 semaines. C'était comment on le met en page, comment on le valorise, que là c'était une vraie contrainte de mise en page pour nous, pour que ça soit lisible pour le lecteur. Et je pense qu'on a réussi. Quand on parle du plan de 12 semaines, en fait, c'est
à la fin, en complément du chapitre 2 sur l'entraînement, on a inclus des plans d'entraînement pour toutes les distances, donc que ce soit à distance olympique, les half ou les full. On a à chaque fois les plans d'entraînement en 12 semaines. Donc voilà, pour ceux qui veulent s'y mettre, à partir du moment où vous avez déjà 3 mois un minimum de 3 mois on va dire de préparation générale, donc c'est-à-dire que vous partez pas de zéro, hein, vous sortez, voilà, vous faites déjà quelques heures de sport par semaine, vous avez déjà un minimum de conditions physiques. À partir de ce moment-là, vous pouvez effectivement préparer un triathlon, peu importe les distances, en 12 semaines, quoi. À condition que vous ayez les prérequis, évidemment. Donc voilà. Et tout ça, effectivement, est dans le bouquin. Et c'est vrai que 12 semaines x 3 de plan d'entraînement du lundi au dimanche, forcément, c'est vrai que c'était un peu un challenge niveau visuel, quoi, de pouvoir présenter tout ça dans un livre, quoi. Ça a été le sujet de beaucoup de discussions et d'allers-retours. C'est ça, parce que du coup, ouais, c'est que des choix, hein, en fait, hein, donc faut s'accorder. Puis quand on travaille à distance, c'est encore plus particulier, mais voilà. Donc du coup, pour revenir à la question de combien de temps ça prend, c'est fastidieux. Et il y a des fois, on est dans le laborieux même. Il faut faire ça, c'est qu'on est dans le micro détail. Et on a l'impression que c'est fini. Il y a toujours une correction à rapporter, toujours une faute d'orthographe, toujours une coquille. Et c'est très très exigeant. Au moment où on croit être débarrassé de toutes ces choses-là, un peu parasitantes dans le quotidien, parce que on n'y prend pas plaisir, hein, à relever des coquilles. Eh ben, il y en a Fabien, il faut pas dire ça aujourd'hui, là. Le livre, il sort aujourd'hui, là. Tu peux plus me dire ça, là. Ah non, mais je veux dire, tu peux plus nous dire qu'il y a encore des coquilles, là. On l'a fait. C'est possible qu'il en reste 2 ou 3. J'ai jamais vu de livre sans. En fait, ce qu'il y a, c'est qu'il y a un problème. C'est que l'œil, naturellement, corrige les erreurs. Donc là aussi, ouais. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on fait relire au relecteur, on les fait relire sur Word. Et après, on refait lire une fois en page. Et les mêmes relecteurs trouvent des coquilles ou des erreurs qu'ils ne trouvaient pas. Parce que l'œil, on le sait, ça en relecture, ce sont des études, eh ben, il a tendance à plus voir des erreurs à un côté de l'œil que de l'autre, selon les types de relecteurs. Et donc, une fois qu'on a changé la mise en page, que c'est passé en PDF ou en version papier, autrement mise en page, ça change. Donc, on demande des fois de changer de typo, de changer la taille des typos, et là, pour avoir le maximum de retours. Et en fait, on fait de l'écrémage. Et il n'y a pas de mystère. Mais là, honnêtement, je pense qu'on est très, 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 très bien, quoi, dessus, sur le livre. Mais, désolé de te décevoir. Forcément, tu vas trouver 2-3 coquilles, c'est obligatoire. Donc, moi, au début, les premiers livres que je sortais, je partageais ça avec des éditeurs, mais j'ai l'impression d'avoir volé le lecteur, de m'être foutu de lui. Je me dis, mais non, tu peux pas, c'est comme, voilà, c'est pas possible. On est dans un détail, là, t'as tes 40 000 caractères. Eh ben, il y a un moment donné où t'as pas vu qu'il y avait un double F au lieu d'un F, parce que l'œil se formalise là-dessus, et que, c'est comme ça. Donc, si vous repérez une coquille, en tout cas, vous nous le dites, et on changera ça pour la 2e édition. De toute façon, il y a quasiment jamais de retour, tout simplement parce que, en fait, toi-même, tu as déjà lu des livres où tu as vu des coquilles. Et sachant qu'en plus, toi, quand tu as lu 12, 13, 14 fois ton livre, tu l'as lu avec l'intention de repérer des fautes. Tu l'as pas lu avec l'intention de lire un livre pour apprendre. Ce qui est différent aussi. Donc, généralement, il n'y a pas de retour. C'est nous, quand on rescrute, ou quand on relit, qu'on va se dire, il y a eu un truc, ou alors c'est quelqu'un qui a un œil monté sur rotule, qui fait que ça, et qui va te trouver une coquille, mais on n'a jamais de retour là-dessus. Bon, on va partir du postulat qu'il y en a pas. C'est parfait. On se dit toujours que c'est parfait. On a parlé de toi, Fabien. On a parlé de la phase de genèse du livre. On a parlé de la phase de création de ce livre à 7 mains. On a parlé de la phase de relecture du livre et de tout ce qui est autour de la préparation avant l'édition, avant le lancement du livre. Et puis, avant le lancement, il y a aussi une autre phase qui a été assez chronophage. Ça a été de travailler tout le plan de communication et toutes les actions qui ont été mises en place à côté. Alors, justement, en tant que éditeur, côté Fabien, en tant que chef d'orchestre et limite auteur du côté Olivier, est-ce que on peut faire un rappel rapide du temps que ça a pris ou des éléments qui ont été mis en place pour que justement le livre soit connu, reconnu, découvert par le plus grand nombre, et puis que l'on arrive à s'imposer comme étant la Bible du triathlon et à initier le maximum de gens, soit à découvrir, pratiquer le triathlon,
voire même progresser et enfin performer en triathlon. En fait, on a un gros avantage, c'est-à-dire que je pense que quand tu écris un bouquin, forcément, les premières personnes qui seront tenues au courant, c'est ton entourage, c'est ton réseau à toi. Or ici, on le démultiplie par 7, puisqu'on est déjà 7 co-auteurs. Donc ça, déjà, c'est un avantage, on va dire, en termes de visibilité. Un deuxième gros avantage, c'est que on a eu quand même pas mal d'athlètes, certains amateurs et d'autres professionnels, voire champions du monde ou triathlètes olympiens, qui ont témoigné dans le livre. Et donc, qui font partie aussi un petit peu du livre finalement, et voilà, et qui eux aussi relayent de leur côté, parce que voilà, ils y ont contribué aussi d'une certaine manière. Donc voilà, tout ça effectivement, ça permet de faire parler. Et puis après, on est aussi sur une niche. Donc le triathlon, c'est pas non plus, c'est pas un livre qui est destiné au grand public. C'est destiné aux gens qui sont triathlètes ou qui veulent devenir triathlètes, mais c'est très spécifique. Je veux dire, monsieur et madame tout le monde dans la rue, a priori, ne liront pas ce livre-là, à moins qu'ils soient passionnés de sport et curieux, mais a priori, c'est soit parce que tu veux devenir triathlète, soit parce que tu l'es déjà. Donc ça réduit. Après, j'avais une réflexion il y a quelques jours avec des amis à qui justement j'avais partagé cette bonne information du livre qui allait enfin être lancé, et je me suis dit que quand tu regardes bien, en 2021, déjà, qui soit n'est pas sportif, soit n'a pas un bon ami, une connaissance, un proche qui l'est. Et le triathlon est devenu tellement presque mainstream que je pense qu'on connaît toutes et tous au moins un triathlète dans son entourage. Donc ça pourrait presque devenir un livre grand public. Ouais, à partir du moment où on l'achète pour ses amis, pour Noël, on fera un petit... on pourra faire une petite action com pour Noël. Non, effectivement, c'est clair que... Alors, c'est très niche, mais en même temps, c'est une niche qui grandit énormément. Il y a de plus en plus de triathlètes. Autant avant, je sais pas, il y a 20 ans, tout le monde, beaucoup de gens voulaient faire au moins un marathon une fois dans leur vie. Aujourd'hui, on se dit un peu la même chose, mais avec l'Ironman, quoi. Il y a quand même de plus en plus de gens qui se disent, je veux faire un Ironman au moins une fois dans ma vie, quoi. C'est un peu le truc qu'on se met sur la bucket list, même pour les sportifs qui sont peut-être qui font ça peut-être de manière pas aussi intensive, mais qui se disent quand même dans un coin de la tête, ce serait quand même cool de le faire, quoi. Le fait que ce soit une niche, c'est beaucoup de bouche à oreille. De bouche à oreille, finalement. C'est une petite communauté, donc c'est les gens, ils sont dans des clubs, les triathlètes, ils parlent entre eux, voilà, donc forcément, moi je compte en tout cas beaucoup là-dessus. Je pense que c'est quelque chose qui va beaucoup se passer, et ça va permettre aussi, je pense, de faire connaître le livre. En tout cas dans la communauté francophone, et puis pourquoi pas dans d'autres langues, on verra bien. La traduction était aussi un sujet dont on avait un petit peu parlé avec Fabien, donc on verra en fonction des premières ventes sur les premiers mois, est-ce qu'on partira sur une traduction ou non. Aujourd'hui, on est le 24 novembre, le livre sort, ça y est, on l'a en main, on est prêt à l'acheter et l'offrir à tous nos proches, à tous nos amis, à tous les triathlètes qu'on connaît. Qu'est-ce qui se passe après la suite, toi Fabien qui est éditeur, comment est-ce qu'on fait pour s'assurer que les ventes se passent bien, que tout s'écoule bien, et puis si jamais on connaît un succès fulgurant, comment est-ce qu'on s'assure que tous les stocks soient bien remplis? Ça, c'est le travail au quotidien, c'est le suivi de la communication, la relance, des gens qui ont été démarchés, prospectés pour la communication, faire le suivi, si c'est sur les réseaux sociaux, bien repartager, faire de la veille, on va dire des fois il y a un peu de travail de harcèlement pour décrocher des interviews, des articles, des chroniques. Donc ça, c'est le travail de fond, c'est de rester en lien avec les auteurs pour voir comment ça se passe aussi de leur côté. Et puis après, l'état des stocks, c'est-à-dire qu'on en a deux en fait. On a le stock qu'on a nous à disposition en interne, et le stock qu'on a donné au diffuseur. Donc c'est de rester très au contact du diffuseur pour que lui, il nous fasse remonter les chiffres des distributeurs. Donc les librairies, Fnac, Amazon, etc. Donc on a des relevés mensuels sur lesquels on a qu'est-ce qu'on a placé comme livre et qu'est-ce qui a été vendu, sachant que c'est très dur d'avoir que tout le monde joue le jeu par ces jeux-là, et que faut un petit peu des fois anticiper. De la même façon que si on anticipe une action de com, faut se dire est-ce qu'il y a les stocks derrière. Donc c'est toujours d'être bien vigilant à ça. Est-ce que nous on a les stocks derrière pour assurer. Par exemple, tu parlais de Noël, Olivier. Eh bien, c'est un livre qui je pense va être offert à des fans de sport. Eh bien, c'est quand on va déclencher des actions, de s'assurer que tout le réseau de diffusion et distribution est bien provisionné.
et que quand un gros média va parler du livre, d'être sûr que ça réponde tout de suite derrière. Donc, c'est un travail de veille constant et de relance aussi, et puis un petit peu de faire du lobbying, quoi, à force de sortir des ouvrages, on a des réseaux préférentiels, et puis on essaye de les entretenir le plus agréablement possible. Et quand tu parles de ces réseaux de distribution, Fabien, c'est quoi? Donc, il est en vente sur votre site, hein, sur le site exuvie.fr, mais après voilà, il est aussi accessible dans des librairies. Ça représente quoi en fait? C'est combien de librairies? Tu vas me dire toutes les bonnes librairies évidemment, mais c'est très aléatoire. En fait, on référence. Il y a deux choses. C'est le diffuseur qu'on prend avec lui des commerciaux avec lesquels nous on est en lien. On les a briefés sur le livre, et eux ils vont sur le terrain convaincre les libraires. Le libraire, en gros, pour comprendre le milieu de l'édition, nous on prépare des fiches qu'on appelle des fiches argumentaires, qui font 2 pages, on dirait deux volets, 2 slides, PowerPoint ou PDF. Et en général, le temps moyen que passe un libraire sur une fiche de 2 slides, c'est entre 4 et 5 secondes. Donc, faut que... Oui, c'est l'équivalent d'un CV pour un recruteur, quoi. C'est ça. En gros, tous les mois, mois ou trimestre, ça dépend de la taille des librairies et puis la taille des surfaces. Et puis donc, il faut défiler sur la tablette. J'ai ce livre-là sur le triathlon. Non, j'en ai déjà un. J'en ai déjà un que j'arrive pas à écouler. Oui, mais attends, celui-là. Et non, je veux pas. Ou alors, j'ai ce livre-là sur le triathlon. J'en ai déjà 2 en référence. Oui, mais celui-là, il s'intéresse aussi. Il est très technique. Puis il y a cet auteur. Ah, ça m'intéresse parce que moi, les miens, ils marchent bien. Et donc, en gros, ça va être comme ça. Donc, les livres ne sont pas dans toutes les librairies, loin de là, mais ils sont référencés au niveau national chez ce qu'on appelle Electre. Qui a l'ensemble. Donc nous, quand on a fait le travail de déclaration du livre au niveau légal, 100% des distributeurs francophones et même mondiaux ont accès à cette base de données-là, peuvent choisir de le commander directement à notre diffuseur pour être approvisionné. Donc que ce soit de manière individuelle, donc un seul livre, soit plusieurs. Et donc nous, on continue ce travail de pousser le livre vers les distributeurs, mais il y a une concurrence que je disais qui est extrêmement rude parce que beaucoup de livres sortent, et si on regarde, même les rayons sport sont maintenant bien fournis, mais il y a de plus en plus de sports qui écrivent des livres alors qu'il y en a qui communiquaient pas. Clairement, par exemple, le foot, moi j'ai sorti plusieurs livres de foot, donc Romain Molina, Nicolas Villas, qui sont des journalistes très connus. Nicolas Villas qui a écrit 2 livres, qui a RMC télé, qui est très exposé, qui a des dizaines de milliers de personnes sur Twitter, etc. C'était dur de le placer, parce que grosso modo, il y a une quinzaine de livres foot qui sortent tous les mois. Donc les chiffres de vente globale des livres foot, aujourd'hui un livre foot qui marche moyennement, c'est entre 3 et 400 exemplaires vendus. C'est complètement ridicule. Sachant que c'est le sport qui est le plus promotionné dans les médias, on devrait s'attendre, ça va cartonner. Eh ben non, pas du tout. Et donc, faut être très vigilant. Et là, il y avait un livre, par exemple, Génération 87 que j'ai édité, qui est un livre magnifique de Maxime Masson sur l'époque des Nasri, Benzema, Ben Arfa. Et donc, pour la première fois, il a eu des témoignages exclusifs. C'est un super livre. On en a vendu 800, ce qui est correct, mais ce qui est correct moins, parce qu'en fait, il y a plus de place. Il y a une hypersaturation des librairies et des médias sur le sport, et en plus particulier le foot, et qu'il n'y a plus d'interstice, ou alors on va dire, je vais communiquer, mais tu auras un entrefilet de 3 lignes, et voyant à quelle vitesse on est bombardé d'infos, c'est très, 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 très dur de se faire une place. Donc c'est pour ça qu'il faut un angle. Pour pouvoir communiquer, il faut un angle. Et donc là, l'angle du livre, c'est de dire aux gens, mais là, c'est 7 spécialistes, et vous avez ça condensé dans un livre, en fait. Et c'est une chose qui n'a pas été faite avant. Ça, c'est la chose qu'on peut mettre en avant. C'est un livre sur le triathlon, il y en a quand même pas énormément non plus, et la plupart, c'est des livres qui ont été écrits en anglais et éventuellement qui ont été traduits, mais les références sont pas les mêmes. Enfin voilà, donc c'est vrai que et c'est aussi pour ça qu'on l'a écrit, tout simplement. Je pense que si moi j'avais trouvé 10 bouquins ou même 3 super bouquins sur le triathlon, je me serais jamais dit oui tiens, il faut que j'en écrive un, tu vois. C'est parce que justement ça manquait, quoi. On est d'accord. Et c'est comme ça qu'on peut se faire une place. C'est ce que je disais dans le choix des manuscrits. L'édition, c'est toute une chaîne. Ça va de l'écriture jusqu'à au lecteur. Et donc, il y a beaucoup d'étapes, et chaque étape est très spécifique et crée des filtres. Et donc, si on les connaît pas, c'est compliqué. Donc, c'est de faire un travail de relance et d'entretien.
il peut y avoir une interview qui va faire un gros buzz en vidéo, ou un des auteurs qui va sortir un article blog qui va faire des millions de vues. Enfin, j'en sais rien. Il y a toujours des phénomènes qui arrivent, parce qu'il y a des médias qui sont locomotives aussi, et que il y a un phénomène d'entraînement, c'est que certains médias sont attentistes et attendent qu'on parle d'un sujet pour pouvoir s'y engager. C'est toujours comme ça. Il y a des tendances qui se définissent. Donc le but, c'est d'arriver à fédérer autour de la qualité de l'ouvrage pour que des gens en parlent et que ça donne envie à d'autres personnes de s'y intéresser et donc d'en parler. Oui, c'est ça, c'est un peu l'effet de mode. Une fois qu'on a atteint une masse critique, bah il y a tout le monde qui suit, quoi. C'est exactement ça. Donc t'aurais pu faire une métaphore avec le triathlon, c'est un peu l'effet de la roue lenticulaire, enfin la roue pleine. Une fois qu'on a mis l'énergie qu'il faut et qu'on est bien aéro, et on a l'impression que la roue elle tourne toute seule. Merci, c'est ça. C'est exactement ça. Non mais Hermano, c'est exactement ce truc-là, c'est qu'au début, faut mettre l'énergie, c'est comme quand tu commences avec ton 54-12 quand t'es pistard, t'appuies dessus, tu t'éclates les quadriceps, puis après une fois que c'est lancé, t'as une machine qui roule toute seule. Et là c'est de vraiment générer une grosse poussée au départ, sauf que ce qui est compliqué, c'est qu'énormément de livres sortent dans un secteur donc très concurrentiel où les ventes baissent et dans des médias qui sont sursaturés. Donc faut se frayer des chemins, et c'est pour ça que la spécificité d'approche d'un ouvrage est hyper importante pour que ce soit facile et facilement compréhensible dans une personne qui serait un potentiel relais, que ce soit un libraire ou un journaliste. Bon, et donc du coup, s'il y a des libraires qui nous écoutent, ils font quoi? Et s'il y a des journalistes qui nous écoutent, ils font quoi? Alors, s'il y a des journalistes qui nous écoutent, ils nous contactent directement sur exuvie.fr, et nous, on se mettra en lien avec eux, puis on leur enverra un dossier de presse, on leur enverra éventuellement un livre. Voilà, on se mettra en lien avec eux, puis on leur expliquera, puis on fera un travail collaboratif. Et s'il y a des libraires qui nous écoutent, eux ils connaissent, ils vont sur Electre, la base de données Electre, et ils commandent le livre et ils le reçoivent via notre diffuseur directement. Donc c'est comme ça que ça se passe. Ok, bon, du coup, s'il y en a qui nous écoutent, qui ont des amis qui sont libraires ou journalistes, vous savez ce qu'il faut faire aussi. Ce qu'on peut dire, c'est que pas hésiter aussi si vous avez aimé le livre, que vous avez bien entendu commandé sur exuvie.fr, vous dites à votre libraire, c'est un super bouquin, ça serait bien que vous l'ayez. C'est en fait tout ce travail-là de réseau, c'est comme ça que ça marche. Parce qu'un libraire, il est comme un journaliste. Il va suivre une tendance. On a beaucoup parlé de l'industrie du livre, enfin de l'édition, de la rédaction, de la relecture et tout ça. Il y a un sujet dont on avait parlé tout à l'heure, et c'est vrai qu'on n'est pas revenu dessus. Tu t'es pas mal spécialisé dans le jeune. Fabien, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus? Et surtout le jeûne dans le sport, parce que moi j'ai plusieurs personnes dans ma famille par exemple qui pratiquent le jeûne intermittent, ou alors je sais plus comment ça s'appelle, mais le jeûne où tu sais on va manger plus qu'un seul aliment, des pommes ou des raisins pendant un mois. La monodiète. La monodiète, voilà exactement. Donc voilà, j'ai lu aussi un petit peu sur le sujet, mais en même temps, moi, avec ma pratique du sport, je t'avoue que j'aurais beaucoup de mal à me dire, bah oui, je vais faire une monodiète ou du jeûne intermittent. Enfin, j'ai faim tout le temps et je mange au moins 2 fois plus que la plupart des gens. Voilà. Et très souvent avant et après le podcast. Mais ça, c'est autre chose. Et donc, tu vois, dans quelle mesure est-ce que le jeûne c'est conseillé pour les sportifs? Déjà pour la plupart des gens, hein, donc je pense que ça, enfin tu vas peut-être revenir rapidement dessus, mais aussi dans le cas du sportif, dans quelle mesure est-ce que c'est conseillé, et dans quelle mesure est-ce que justement, non, c'est pas suffisant. Enfin, il faut un apport calorique, quoi. Première chose, je vais revenir au monde de l'édition et du sport. Il y avait un livre de Scott Jurek que j'avais adoré. Donc Scott, tu vois qui c'est, Olivier? Hermano aussi, peut-être? Oui, bien sûr, c'est un gros ultra trailer américain qui a écrit un livre qui s'appelle Eat and Run. C'est ça. Et donc il commence par Eat and Run en disant ce qui fait que j'ai gagné, c'est pas mes entraînements, c'est ma récupération. Donc déjà c'est le truc. Ça te bloque. Et donc, ça renvoie vers un mouvement dual. L'inspire, l'expire, l'activité, le repos. Et nous, on a une tendance naturelle, surtout dans le monde dans lequel on vit, qui est fait d'activité, voire de consommation, à mettre le résultat sur comment faire plus. Alors que des fois, il faut tenir compte de ce moins-là.
Par exemple, comment je peux m'entraîner? Alors, même si je m'entraîne plus, comment je vais pouvoir m'entraîner plus? À un moment donné, je vais avoir une limite parce que j'aurai des crampes, j'aurai des courbatures, j'aurai des tétanies. Donc, c'est ma récupération. Ou tout simplement, une journée fait que 24 heures. Tu pourras pas t'entraîner 25 heures par jour. Il y a une réalité temporelle aussi qui fait ça. C'est l'usure. Alors, donc, il y a beaucoup de sportifs qui disent, en fait, la récupération me permet de m'entraîner plus. Mais il y a aussi des études qui disent s'entraîner moins, mais plus efficacement, permet d'avoir on va dire, une physiologie, un système nerveux, et puis un système locomoteur plus efficace. Donc c'est de tenir compte de cette réalité duale, il y a l'inspire, il y a l'expire, il y a la digestion, il y a l'assimilation, il y a l'élimination. Et ça peut se retrouver au niveau du système digestif, mais au niveau de la vie cellulaire elle-même. Donc pour ce qui est de l'alimentation... Et ça d'ailleurs, je fais une petite parenthèse, mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'on voit beaucoup aussi dans par exemple, les triathlètes de haut niveau qui, suite à une blessure, récupèrent parce que ils sont forcés, voilà, ils n'ont pas le choix. Et donc en fait au retour de la blessure, à la limite ils sont encore plus en forme parce qu'ils ont eu cette phase de récupération un peu forcée entre guillemets. Et on a déjà enregistré d'ailleurs avec un triathlète pro qu'on entendra dans quelques semaines sur le podcast, qui justement revenait d'une blessure et a gagné un Ironman alors qu'il il avait été blessé pendant 4 mois. Et donc ça c'est un truc qu'on voit aussi très souvent, c'est que de manière générale, je pense que les athlètes de haut niveau ont tendance à être un petit peu surentraînés. Ça, on est d'accord. Et puis là, tu viens de soulever un truc très, très, très important que moi j'avais observé. C'était que les sportifs qui durent sont soit ceux qui ont une hygiène de vie à laquelle ils se tiennent et qui sont drastiques et qui connaissent super bien leur corps, soit ceux qui ont eu l'occasion dans leur carrière longue de subir une ou deux blessures qui en fait a forcé le repos global de l'organisme. Je m'explique. Je fais une fracture de la cheville. Je vais pas pouvoir m'entraîner concrètement. Sauf que c'est l'ensemble de mon organisme qui va bénéficier de l'arrêt et pas simplement la malléole. On va dire c'est pas quelques centimètres cubes de mon corps qui vont bénéficier du repos. C'est tout mon corps. Et donc ça, je vais avoir un mieux-être globalement, puis une récupération profonde dans les tissus profonds qui est très importante. Donc là, ça m'a fait tilt pour plusieurs sportifs. Je me dis mais comment ça se fait qu'ils durent? Puis j'avais vu que souvent il y avait une récurrence de blessures à ménisque, des ligaments croisés, une fracture à la malléole qui était venue interrompre de manière brutale et qui n'autorisait pas l'entraînement spécifique d'une zone. C'est-à-dire que le corps doit être au repos et basta, il n'y a pas à transiger là-dessus. Donc vous avez le sportif qui peut avoir le choix de se dire de toute façon l'os va se réparer puis après je ferai de la kiné. Donc je vais veiller devant ma console et puis jouer toute la nuit, je vais manger McDo puis il sera temps de perdre du temps de perdre du poids quand je vais faire la récup. Donc ça il y a peu de chances que ça soit favorable. Par contre, si celui qui se met dans une posture de dire là je vais vraiment faire une défragmentation puis un reset sur mon corps puis profiter de ça pour réentretenir la machine, là on voit que ça explose. Et le surentraînement, c'est important que tu le dises, il y a un préparateur physique spécialisé dans le football qui est anglais, qui s'était spécialisé sur la remise en forme de joueurs qui entre guillemets sont toujours blessés. Et donc il était appelé par les clubs pour s'occuper de joueurs, parce que un joueur de foot, ça représente des millions d'investissements. Donc quand le mec il est blessé 6 ou 7 mois par an, c'est pas l'idéal. Et donc il les faisait s'entraîner moins. Et donc on disait non, en fait vu qu'il est en phase de reprise, il faut le faire s'entraîner plus pour qu'il ait des tissus plus durs, plus résistants, etc. Et lui il était dit non, c'est par hyper sollicitation qu'il s'est blessé, donc on va pas retrouver dans ce truc-là. Et là les joueurs enchaînaient des dizaines de matchs sans se blesser. Et donc ça a fait un petit peu changer de fusil d'épaule la pratique on va dire de la sursollicitation. Pour en revenir au jeûne, que fait un sportif qui veut se doper? Il enrichit son sang et surtout il va devoir nettoyer son sang pour pas qu'on analyse du dopage. D'ailleurs c'est pour ça qu'on retrouvait dans les équipes cyclistes d'un Tour de France des appareils de dialyse à la maison, pour pouvoir nettoyer le sang, dont les toxines, pas que les produits toxins, mais dont les toxines, l'acide lactique, etc. Et c'est exactement ce que fait le jeûne, c'est-à-dire un renouvellement sanguin, un renouvellement cellulaire, en accélérant l'évacuation des déchets métaboliques. Si je suis dans une phase de digestion, je suis en anabolisme. Je crée des tissus, je sollicite mon système digestif qui va me prendre entre 40, 50, 60% de mon énergie nerveuse pour aller vers les organes digestifs, l'estomac, pancréas, foie, vésicule biliaire, gros intestin, intestin grêle, rectum pour la défécation. Ça, c'est un fait.
Si je me mets en retrait de nourriture, je vais pas ponctionner de l'énergie pour ces organes nobles-là, donc je vais les mettre à disposition non pas de l'anabolisme, mais du catabolisme. Donc, vous avez de la destruction cellulaire, c'est-à-dire d'un renouvellement cellulaire hyper efficace, que ce soit au niveau du système immunitaire, puis globalement de l'ensemble des tissus et des cellules du corps. Donc je vais cicatriser plus vite, récupérer plus vite, et drainer plus vite les déchets métaboliques, dont les acides lactiques, ou alors les micro-lésions vont pouvoir se récupérer plus vite. Et donc ces toxines-là vont être évacuées par quoi? Par les poumons, qui travaillent déjà beaucoup en activité physique, où il y a un renouvellement, une décharge de CO2 et une aspiration d'O2 alcalinisant. Je vais aussi avoir une excrétion au niveau des urines, donc elles vont être plus chargées, plus abondantes. Je vais avoir aussi une sudation plus importante, les pores de la peau vont plus s'ouvrir. Et puis le foie va plus travailler parce qu'il aura plus de disponibilité, il va plus être à production. Parce qu'il y a 400 processus métaboliques au niveau du foie. Beaucoup sont faits pour la digestion, l'émulsion des graisses via la bile, mais d'autres sont faits aussi pour la détoxination. C'est pour ça qu'en jeûne, on voit une réduction de la taille du foie par désengorgement sanguin. Donc en fait, c'est vraiment en 2 temps. Et donc j'ai rencontré des sportifs parce que de haut niveau, dont une championne de France de badminton, qui disait, moi, mon dopage, c'est 2-3 semaines avant la compétition, je fais un jeûne d'1 semaine à l'eau, au repos, mais où je garde une activité musculaire pour pas avoir de grosses fontes, mais ça me donne un vrai effet starter, c'est un gros coup de boost, et je sais que j'arrive, j'ai pas de lésions, mes tissus sont bien opérationnels, et vu que j'ai fait une bonne nutrition, au niveau de la biodisponibilité cellulaire, je suis tip top, et donc tout ce que je prends en micronutriments, ça me fait un énorme coup de coup de boost. Le sportif le plus connu qui a popularisé ça, c'est Yannick Noah, où avant chaque Roland-Garros, il jeûnait 1 semaine, jeûnait à l'eau. Et donc voilà, donc il y a un bénéfice. Après, la transition doit se faire correctement. Si j'ai une alimentation qui est beaucoup basée sur le cétogène, donc c'est-à-dire des alimentations riches en gras, en acides gras, en protéines et un tout petit peu en glucides, une dizaine de %, eh bien je vais pouvoir transiter facilement dans le jeûne, sans connaître les affres des transitions vers le glucose et la crise d'acidose qui peut être désagréable, et on peut avoir un coup de mou qu'on va assimiler à la fatigue. C'est simplement le métabolisme, pour créer ce qu'on appelle la néoglycogénèse, va demander énormément d'énergie. Or on sait par les études que plus on fait une alimentation cétogène, plus vite on rentre en cétose. Donc si on a déjà ça, on rentre dans le jeûne beaucoup plus facilement. C'est pour ça que moi je recommande des descentes alimentaires très longues, de plus en plus cétogènes et de plus en plus végétales pour les filles pour nettoyer. Et là, la rentrée dans le jeûne se fait tranquillement, et on peut continuer à avoir une activité physique sans avoir les variations de glucose qui nous font nous paraître complètement atoniques. Pour traduire un petit peu pour ceux qui sont peut-être moins familiers avec tous ces termes-là du domaine de la nutrition, grosso modo, c'est éviter les glucides parce que ça va jouer énormément avec notre taux de glycémie dans le sang, et donc au contraire, on va plutôt habituer le corps à aller chercher l'énergie non pas dans le stock de glycogène, et donc dans le glucide, mais plutôt dans les lipides, donc dans les graisses. Et c'est d'autant plus adapté à une pratique de triathlon longue distance, puisque c'est une énergie inépuisable pour tout ce qui concerne l'endurance. Exactement. C'est d'ailleurs, moi personnellement, c'est ce que je fais. C'est-à-dire que moi, le régime que je suis, c'est ce qu'on appelle le high fat low carb. Et donc c'est justement manger beaucoup de graisse, donc des huiles végétales notamment, des oléagineux, etc., et éviter au maximum tout ce qui est glucides, donc que ce soit les sucres rapides ou sucres lents qu'on va retrouver, que ce soit dans ça peut être dans les fruits, ça peut être dans les pâtes, ça peut être dans les pommes de terre, ça peut être les féculents de manière générale. Donc ça a du sens, mais donc du coup si on suit cette théorie, le jeûne serait excellent pour les triathlètes, si je comprends bien. Ouais, ce serait très bon. Et puis de toute manière, là t'as cité un exemple qui est hyper important. Il y en a, ils disent voilà, j'étais trop loin du ravito, donc j'avançais plus. Mais parce que on a habitué le corps à tourner avec le sucre, et notamment le sucre rapide, et en fait l'algorithme du corps lui s'est dit c'est bon, j'ai pas besoin d'aller apprendre comment, même s'il le sait déjà, mais de développer ce travail de déstocker des graisses pour les transformer en sucre et envoyer le besoin efficace,
parce que on m'envoie des shoots de sucre constants. Donc c'est comme si je dois apprendre une autre langue. Je la connais, mais faut que j'aille la rechercher dans ma mémoire. Oui. Non, et en plus de ça, il me semble, parce que j'avais fait un peu de micronutrition, j'avais suivi un séminaire de la clinique du coureur d'ailleurs qui était passionnant. Je pense que, quand on évite justement, quand on diminue la consommation de glucides, on va permettre aussi au corps d'aller moins, d'augmenter le stock de glycogène, et deuxièmement de devoir moins en consommer en fait. C'est-à-dire que on aura un moteur qui sera plus efficace, grosso modo, quoi. C'est un peu comme une voiture. On a des moteurs qui consomment plus ou moins d'essence pour produire la même énergie. C'est un petit peu la même chose. C'est en gros comment est-ce qu'on va faire pour optimiser notre moteur interne et donc aller chercher dans les graisses. Le badminton et le tennis, je veux bien. Mais je pense que les plans d'entraînement sont quand même vachement différents de sport d'endurance. C'est-à-dire que moi, typiquement, 3 semaines avant mon événement, avant ma course, si on parle de longue distance, évidemment, à courte distance, à la limite, je pense que la consommation de sucre est pas un problème parce que on est sur des temps qui sont tellement courts et à la limite, on peut même se prendre un petit boost de sucre ou deux sur le temps de la course, c'est pas un problème. Mais dès qu'on est effectivement sur des plus longues distances, justement, on est confronté à ce genre de problématiques. Et donc sur de la longue distance, moi, si je prépare une course longue distance, 3 semaines avant, je vais pas jeûner. 3 semaines avant, je vais faire limite mes derniers entraînements un petit peu longs, etc., avec encore un peu d'intensité. Et puis je vais justement rentrer dans ma phase d'affûtage les 2 semaines avant ma course, quoi. Bon, après, ça dépendra peut-être un petit peu d'une école à l'autre, mais en général, c'est un petit peu ce qui se passe. Donc du coup, est-ce que le jeûne, il est conseillé de la faire pendant la phase d'affûtage, donc très proche de la course? Ou bien est-ce qu'au contraire, il vaut mieux le faire avant? Et donc du coup, si on l'a fait avec autant de semaines d'avance par rapport à la course, est-ce que on risque pas d'être impacté parce que finalement, faire des sorties longues à jeun, c'est quand même difficile, quoi. Peut-être juste avant que tu répondes, Fabien, moi je voudrais rappeler une chose qu'on a aussi rappelé dans le livre, c'est que on ne teste rien le jour ou quelques jours avant la course. C'est-à-dire que c'est précisé souvent. Oui, ça c'est c'était dans la partie matérielle. On oublie l'improvisation de se dire tiens, j'ai vu ça en mettant telle paire de chaussettes plutôt. Ouais, non, ça c'est mort. Donc là évidemment. Non, mais c'est clair. Non, mais t'as bien raison de le rappeler, Armando. C'est vrai que on va pas jeûner, on va pas essayer le jeûne 3 semaines avant une course pour la première fois. On va l'essayer une fois avec une simulation, un week-end shock ou un truc comme ça. Mais voilà, on le testera pas évidemment juste avant la course, ça c'est sûr. Je pense que chaque organisme est unique et voilà, on va tous réagir de manière plus ou moins différente. Complètement différente même. Donc c'est pour ça qu'il faut y aller déjà avec la pédagogie pour comment rentrer, puis y aller progressivement. Moi par exemple, intuitivement puis de manière globale, je conseillerais le jeûne assez long à la fin de la compète de triathlon. C'est-à-dire que là, le corps a subi des semaines et des mois de préparation plus un effort physique extraordinaire. Et donc, il est en usure. Et il a besoin de récupération. Qu'est-ce qui va lui offrir la meilleure récupération? Eh bien, ça va être le jeûne. C'est-à-dire la décharge des toxines, le repos du système digestif, le repos du système nerveux. Et là, on se répare, mais de manière optimum. Et ça, pour moi, c'est l'idéal. Donc, le jeûne long, je le ferai à aucun autre moment que sur la phase de récup de l'effort pour reprendre le sport le plus rapidement possible, entre guillemets. Ça, c'est la première chose. Quand tu dis juste après la course, on est d'accord, tu laisses quand même 24-48 heures, quoi. Pas juste après, parce que là, le corps, il va pas comprendre, hein. C'est lui, il tape encore dans les réserves, donc on le renourrit efficacement, après, selon ce qu'on a vu avec sa connaissance et puis sa particularité diététique, et après, on rentre dans une phase de jeûne décroissante. Il y a des moments de repos dans les programmes, et c'est là où pour moi ça serait repos complet. Je prends l'exemple des marathoniens kenyans. Donc moi je coachais aussi des marathoniens et ils me disaient ils dorment tout le temps, à la fin ils s'entraînaient pas. Et donc il dit nous on se moquait d'eux dans les chambres d'hôtel avant les trucs. Je dis puis le Kenyan il était devant toi ou derrière toi? Et là il y avait un grand silence. Et j'ai dit oui, tu vas faire un effort de dingue. Donc ton corps, bien sûr, tu vas arriver. Mais des fois, il y en a qui arrivent sur des compétitions, ils vont tenir à l'afflux nerveux, mais pas au physique. Parce que pour moi, je différencie les œufs. Donc mais si tu je fais une bonne performance, mais ça se trouve, tu aurais pu faire encore mieux, mais t'es arrivé avec ta niaque plus qu'avec ta performance physique.
Si peut-être que tu avais rogné un petit peu sur les entraînements, tu aurais pu déclencher. Et puis il y a tout cet effet, ce qu'on appelle l'effet Bannister, je sais pas si vous le connaissez. C'est assez... Bannister, c'est le premier coureur de 400 mètres qui est descendu en coup des 45 secondes. Et donc, il y avait une limite physiologique, c'était personne peut descendre en dessous de ce temps-là. Et donc, c'était vu comme... je pourrais parler de l'apnée où on disait personne peut descendre en dessous des 50 mètres. C'était quand Jacques Mayol l'a fait, on dit ouais mais lui c'est l'homme dauphin, on peut pas le faire. Le record d'apnée aujourd'hui c'est 220 mètres. Donc vous voyez que ça veut dire 17 barres de pression en plus sur le corps par centimètre carré. Et donc quand Bannister a franchi ce fameux mur des 45 secondes, dans l'année civile qui a suivi, 40 personnes sont descendues en dessous. Pourquoi ? Parce que ça a envoyé au cerveau de l'ensemble des pratiquants du 400 mètres, c'est possible. De la même façon que Jacques Mayol a envoyé dans les pratiquants de l'apnée, c'est possible de descendre dans de 50 mètres. Et là, tous les records mondiaux tombent. C'est pas parce qu'on a des branchies qui viennent, c'est simplement parce que notre potentiel est libéré. Et je remarque beaucoup ça avec les sportifs. Ils se disent, mais tu te rends pas compte, moi déjà j'ai de la difficulté avec mes glucides, avec mes trucs, mes micros, mes macros. Mais je dis, essaye. Et c'est ce que tu dis, Hermano. Je dis, qu'est-ce que ça te coûte d'essayer ? Et ben souvent, ça libère des peurs. Ah, j'ai pu faire ça. Et Eric Bonnot, c'est typiquement le cas. Il est tombé sur une de mes conférences, ça l'a énervé, où je disais ça, mais il a essayé et maintenant il court ses marathons à jeun. Et il me dit, je suis sensiblement dans les meilleures performances, dans les mêmes trucs, mais il dit, c'est pas scientifique parce qu'il y a des moments où mon entraînement aura changé, la condition climatique, mais mon matériel, le fait que ça soit plutôt en côte ou à plat, enfin bref, il y a plein de choses. Il dit, en tout cas, moi, mon ressenti, je suis aussi bien, j'ai pas de fringales et autres. Par contre, ma récupération augmente très nettement. Donc, ce qu'on pourrait dire, c'est d'essayer sur les jours de repos, de jeûner, et d'essayer le jeûne intermittent. Par exemple, la sortie course à pied qu'on va faire le matin, on se dit tiens, j'essaye de la faire à jeun. Puis on voit si c'est mieux, si c'est moins bien, comment on se comporte dans la journée. La grande erreur qu'il faut pas faire, c'est de diminuer, enfin de garder les mêmes volumes de repas en supprimant un pour avoir toujours le même apport calorique. C'est ça qui est important, d'avoir vraiment le carburant nécessaire, parce que l'énergie, elle est produite par le repos, mais le carburant, il est amené par la nutrition. Donc faire attention, bien dissocier les deux, et de voir au niveau du carburant, on est toujours dans le même apport, même si on supprime une prise alimentaire, qu'on reporte bien l'ensemble des calories sur les deux suivants. Si jamais on en prend 3. D'accord, donc le jeûne intermittent, c'est ça en fait, c'est pas manger moins, c'est juste manger plus à certains moments de la journée. C'est ça. Et s'accorder. Alors souvent, il peut y avoir un effet de perte de poids sur le jeûne intermittent parce que les gens ne bougent pas, mais globalement, on mange trop. Alors, quand on a une activité physique, on dépense, donc on s'en rend pas compte, ou alors ça répond à nos besoins. Mais pour la plupart des gens, il y a un trop-plein alimentaire. C'est pour ça qu'il y a trop de réserves adipeuses et pas des bonnes graisses. Et donc, du coup, elles vont bénéficier de cet effet secondaire de la perte de poids, mais parce qu'il y avait un trop grand volume calorique au départ. Ce qui est moins le cas pour les sportifs parce que eux, généralement, ils sont assez secs, ils ont pas une grosse masse graisseuse et qu'en fait, ils mangent en fonction des besoins du corps réclamés par la dépense énergétique. Mmh. Et bon, donc c'est peut-être la clé pour ta question, Olivier. Peut-être que si toi, tu as toujours faim, c'est que tes repas sont pas assez consistants. Il faut que tu trouves une solution pour avoir des repas plus consistants. Ouais, je sais pas. Après, Olivier, tu as le droit d'être gourmand. Hein. On peut mettre ça dans l'équation. Ouais, non, mais c'est vrai que je suis gourmand, effectivement, mais ça, je l'admets. Je sais que c'est un des péchés capitaux, mais je suis quelqu'un plutôt de gourmand, c'est clair, de nature. Mais après, non, je mange beaucoup. Et pourtant, enfin, voilà, pour ceux qui me connaissent et qui m'ont déjà vu, je suis pas spécialement gros. Donc non, je mange beaucoup, mais c'est parce que voilà, je pense que c'est mon organisme aussi. Je le brûle, quoi. Je suis toute la journée, je suis actif. Je suis assez, peut-être même hyper actif, on pourrait dire. Et voilà, et le fait de tout le temps être en mouvement, en train de faire des trucs, voilà, je les brûle, quoi, les calories. Donc voilà, c'est juste ça. Quelqu'un qui est plus sédentaire ou qui a un autre morphotype que toi va stocker en graisse, tandis que toi tu le brûles avec le système nerveux et la dépense en activité physique. Donc il y a aussi cette réalité, il y a cette réalité physiologique là et on va dire il y a une génétique de base, il y a aussi une épigénétique qu'on va travailler. Quelqu'un qui est en épuisement, qui a tout son cycle de cortisol déréglé, ce qu'il va prendre, il va le stocker en graisse avec un dérèglement de l'insuline, alors que toi, t'as un bon repos, t'équilibres sans doute ton mental, t'as une activité physique, ton métabolisme il tourne complètement différemment. Ouais, c'est vrai. L'épigénétique, pour ceux qui connaissent pas, c'est en gros c'est comment
alors comment dire, c'est une partie de la science qui permet de modifier sa génétique par des comportements ou par la nutrition. L'hygiène de vie globale, on va dire, comment on se repose, où on habite, quel air on respire, quelle activité physique on va faire, comment on stresse. Ça part d'observations empiriques au départ avant d'être détaillées, notamment sur les jumeaux monozygotes, où certains développaient des pathologies ou des comportements, on va dire, physiologiques, alors qu'ils ont Alors juste pour ceux qui savent pas, les jumeaux monozygotes, ce sont ce qu'on appelle les vrais jumeaux, c'est-à-dire ceux qui sont nés de la même séparation cellulaire et pas deux enfants qui naissent dans deux poches différentes qui ont été fécondés par deux spermatozoïdes différents. C'est ça, merci de la précision Hermano, j'avais pas détaillé. Donc ouais, c'est ça. Donc là, pour le coup, il y a exactement la même réplique génétique, sauf que il y en a un qui va exprimer des pathologies, l'autre qui va avoir de la perte capillaire de cheveux, etc. Et aujourd'hui, on sait que ça joue évidemment tous nos choix de vie. Ouais, et ça c'est lié à ce qu'on appelle justement l'épigénétique. C'est un sujet qui est passionnant. Il faudra qu'on fasse un épisode d'ailleurs, Mano, sur le sujet à l'occasion. Et c'est pour ça que tout ce que moi, de le fait de parler de santé avec l'hygiène de vie globale en tant que naturopathe hygiéniste, c'est justement pour dire on a un potentiel, mais il est inhibé ou activé. Et quelque part, la maladie, souvent, elle est vue comme une fatalité, mais on dit non, parce qu'il y a bien sûr un contexte génétique avec des organes qui sont plus ou moins gros, avec une lymphe plus ou moins mobile, un sang plus ou moins actif, etc. Mais ce sont surtout nos choix de vie et la connaissance qu'on va y apporter, parce que si on connaît pas notre environnement, si on sait pas qu'on vit dans des environnements très pollués, mais ne serait-ce qu'avec de la pollution sonore, ça va jouer. Et donc le but, c'est de faire de la pédagogie là-dessus pour que les gens se sentent moins esclaves entre guillemets d'une épée de Damoclès, de dire est-ce qu'un jour je développerai une maladie grave ou pas. Il est possible d'influer dessus avec la génétique, mais donc la connaissance de son ascendance, mais aussi avec l'épigénétique. Et aujourd'hui, la plupart des généticiens accentuent là-dessus que ce sont nos choix et nos modes de vie qui nous permettent de déclencher ou d'inhiber certaines choses. On a parlé du jeûne intermittent, on a mentionné rapidement la monodiète, tu parlais aussi des jeûnes d'une semaine par exemple. Alors je sais que ça peut paraître un petit peu dingue, mais est-ce que tu peux nous expliquer en quoi ça consiste quand tu dis un jeûne d'une semaine à l'eau par exemple? Ça veut dire qu'on mange rien du tout, on fait que boire de l'eau pendant une semaine? C'est ça, c'est-à-dire que de ne boire que de l'eau. Le jeûne, étymologiquement et d'un point de vue du dictionnaire, c'est d'absorber aucune calorie, que ce soit par des jus ou autre chose. Et donc c'est fonctionner uniquement sur ses propres réserves graisseuses pour avoir du carburant et fonctionner, et de l'énergie pour fonctionner. Donc, perso, je l'ai jamais fait. C'est un truc. Enfin, je me dis que je le ferai probablement un jour par curiosité, même si bon, en tant que grand gourmand et puis sportif un peu hyperactif, je crois que j'aurais du mal. Donc voilà, c'est pour ça que je dis peut-être un jour. Mais après, j'aime bien aussi expérimenter un petit peu. Donc voilà, c'est probablement un truc que je ferai peut-être un jour. Mais une semaine sans manger, il se passe quoi? Enfin, comment est-ce que le corps réagit? Tu perds combien de kilos? Enfin, ça se passe comment? C'est des trucs que t'as déjà fait d'ailleurs, Fabien? Ah ben moi je jeûne une fois par une semaine, 5-6 fois par an au minimum, et j'ai déjà jeûné déjà jeûné 3 semaines à l'eau plusieurs fois. Enfin, je suis 3 semaines à l'eau. J'ai déjà oui, puis et j'ai accompagné des centaines et des centaines de jeûneurs, et je forme maintenant des accompagnateurs de jeûne. Donc y compris des médecins. Enfin, c'est pour moi c'est une passion plus. Donc c'est. Ok, mais attends, 3 semaines de jeûne. Alors raconte-nous un petit peu. Bon, déjà, tu préparais pas une course, j'imagine? Non, je préparais pas. Mais je préparais des efforts intellectuels des fois. Et donc parce que moi je m'étais rendu compte que naturellement, ce que j'ai enseigné la diététique en école, et je continue de l'enseigner. Et donc par exemple, je me rendais compte que naturellement, je faisais ma journée à jeun. J'étais en pleine concentration. Et souvent, quand on digère, je me dis attends, il y a un truc, je devrais être plus performant parce que j'ai pris du carburant. Mais en fait non, j'envoie de l'énergie à fond mon système digestif, donc au niveau de mon cerveau, je bénéficie pas de cette énergie qui est phagocytée par le système digestif. Donc ça, Oui, ça c'est typiquement la digestion après avoir mangé à midi, je sais pas, on se fait un gros plat de pâtes à midi, après on est sûr de pas être productif. La fameuse pasta partie des cyclistes avant d'aller faire une sortie, tu peux t'asseoir dessus, et puis quand tu les fais manger différemment, ils disent waouh, j'ai fait une super sortie. Bah oui, ton énergie était vers tes muscles. Pas dans ton abdomen. C'est un des sujets justement sur lequel revient Valentin dans le bouquin, où il dit voilà, la pasta partie on oublie. Donc voilà, si vous voulez en savoir un petit peu plus, on en parle dans le chapitre 4 sur la nutrition. C'est essentiel pour moi, c'est essentiel. Mais donc attends,
Moi, ça me paraît dingue. 3 semaines sans manger. Enfin, si je mange pas pendant une journée, je pense que je me sentirais très très mal. Alors comment tu fais ça pendant 3 semaines? T'es habitué? J'imagine qu'il y a beaucoup de mental aussi. Il y a plusieurs phases. C'est surtout la préparation. C'est plus difficile au début. Si tu me dis, tiens Fabien, viens en Belgique, on se fait une sortie les deux en vélo. Je vais être explosé physiquement parce que j'ai pas été préparé à cette sortie parce qu'on a un niveau différent. Si je te dis, tiens Olivier, viens, demain, tu viens dans le Jura, on se fait un jeûne de 3 semaines. Bah, ça va pas bien se passer non plus pour ton corps. Et c'est normal parce qu'il a pas été entraîné pour cela. Donc c'est pour ça que je disais que la première chose, c'est la descente alimentaire. Et ensuite, dans cette descente alimentaire, moi je fais beaucoup de pédagogie. Donc c'est-à-dire j'envoie des vidéos, des audios. Parce que Quand tu parles de descente alimentaire, c'est juste manger de moins en moins. Alors manger de moins en moins, puis surtout enlever ce que je disais, passer d'un plus cétogène, quoi. Plus cétogène, donc moins de plus en plus de graisse et moins en moins de glucides. Et des aliments qui prennent de moins en moins d'énergie. Si je mange un steak de bœuf, il va me falloir 4 heures pour complètement le digérer. Si je mange un œuf dur, il va me falloir 3 heures. Si je mange un œuf mollet, il va me falloir 45 minutes. Donc là, tout de suite, on a un rapport différent. Donc c'est l'énergie que prend un aliment et combien d'espace je laisse au système digestif. Et c'est de passer en jeûne intermittent aussi, avant. Et donc on rentre, moi ce que je fais par une sinusoïde très douce. Et ensuite, c'est de nourrir l'esprit, parce que s'il y a un chapitre complet sur la préparation mentale dans le livre, ça veut dire que l'esprit, il a un potentiel énorme d'influence sur nous. Donc si je suis nourri au sens propre et figuré d'informations qui m'expliquent ce que mon corps va vivre et ce qu'il est en train de traverser, eh ben je vais rentrer en douceur dans le jeûne. Et là, si je suis accompagné par quelqu'un qui m'explique physiologiquement, moi c'est ça que je fais en jeûne, hein, je prends des groupes de 15 personnes, je les fais jeûner, et donc on fait le matin un bilan pendant 2 heures où je demande à chacun de détailler ses symptômes et je les explique physiologiquement. Ce qui fait un cours en même temps, et ça souvent sur des symptômes répétés, même s'ils peuvent être très variables. Et donc comme ça, il y a un environnement pédagogique, et c'est bon, j'ai une assise, j'ai une explication, j'ai un bout de connaissance qui me permet de justifier l'état que je vis, et je ne suis plus dans ma peur, parce que cette peur-là, elle va occuper tout l'espace, et je serai plus dans le vécu et la normalisation d'une chose. D'ailleurs, souvent, les médecins connaissent ça très bien. Moi, j'ai beaucoup d'amis médecins, ils me disent, quand les patients appellent pour prendre rendez-vous, ça va déjà mieux. Parce qu'il y a quelqu'un qui prend en charge et qui est en support de leur souffrance ou de leur douleur. Et donc, ça peut être une douleur, une tension, on va dire, intellectuelle, qui vient être guérie. Donc, toi, je pense que à travers la connaissance que tu as de ton corps, le fait que tu sois intellectuel, plutôt comme profil, si je t'explique de manière pédagogique et si tu ressens les effets de ton corps dans la descente alimentaire, et qu'en même temps, je viens de te nourrir d'informations en amont et pendant le jeûne, mais je vois aucun effet. Par contre, ce que j'ai remarqué, c'est que tous les sportifs de haut niveau qui ont jeûné avec moi, ce sont toujours ceux qui dérouillaient le plus. Je vais expliquer pourquoi. C'est 1, ils ont une très grande force vitale. Or, c'est cette force vitale qui va permettre de détoxifier. Et 2, ils ont un organisme qui est toujours posé dans un seul mode, c'est-à-dire la performance. Donc j'avais des fois des mecs qui avaient un cœur qui battait à 30-35 au repos. Donc ils faisaient des ultras. Et là, ils doublaient en pulsation pour éliminer les toxines. Parce que ils ont un cœur qui est entraîné à propulser du sang. Quand ce sang-là est charrié rempli de toxines pour les charrier vers les reins ou vers les poumons pour être expulsé, ça fracasse, quoi. Et donc là, le corps, on en a dit, j'ai plus de force et tout. On a toujours le même volume de force, sauf qu'il est dédié non pas à l'activité physique extérieure, mais pour le rendement intérieur d'éliminer les déchets. Donc il est possible, moi je mettrais un très très gros billet, Olivier, sur le fait qu'au moment où tu vas jeûner, vu ton morphotype, c'est-à-dire un gros système nerveux, plus quelqu'un qui fait un gros entraînement et qui a une exigence intellectuelle poussée, c'est que tu sois cloué au lit et puis complètement atonique. Donc, mais ton corps, il dirait, je te remercie, parce que tout le travail de maintien, de restauration, que j'arrive pas à faire au quotidien, je prends cet espace-temps-là que tu m'offres pour tout réguler, pour faire les niveaux, vidange, graissage, etc. Mais c'est souvent vu comme une frustration, et j'ai vu des sportifs de haut niveau qui n'arrivaient pas à monter les escaliers pour aller de la pièce d'enseignement jusqu'à leur chambre, et j'en ai vu s'effondrer en larmes. Parce que eux, ils se disent, mais attends, moi je cours des marathons, je peux pas monter un escalier. Ils disent, mais Fabien, dans quel état tu m'as mis ? J'ai des préparations, je vais avoir des courses, et là ils partent en peur, panique, et je dois les ramener à une réalité physiologique. Je dis là, tu n'es plus dans les performances, ou alors tu es dans une performance éliminative. Et c'est pour ça, tout à l'heure à ta question, je t'ai dit, tout est dual. Ce que tu as provoqué d'un effet avec l'hyper-entraînement,
tu vas devoir l'équilibrer avec une hyper mobilisation des ressources intérieures au profit de l'excrétion cellulaire et de la restauration cellulaire. Donc les petites inquiétudes que tu peux avoir à sauter des repas, c'est simplement ton corps qui dit ta force vitale, je la mets là. Et t'inquiète. C'est super intéressant ce que tu dis, d'autant que j'ai vécu une expérience assez impressionnante il y a quelque temps. On est sur un mode changement de vie avec mon épouse. On vient d'acheter une grosse maison qu'on va rénover pour en faire gîte, chambre d'hôte et autres. Et l'arrivée dans ce gros bien immobilier, c'est pas réellement passé comme prévu. On imaginait qu'on posait les valises, que j'y restais quelques jours, que j'allais commencer à chapeauter les travaux, et puis que tout allait rouler, que j'allais continuer mon entraînement, etc. Et au final, il n'y avait pas d'eau chaude, il n'y avait pas de chauffage, il n'y avait pas grand-chose à manger et il n'y avait pas véritablement d'endroit où dormir. Ce qui fait que pendant 2 jours, je me suis pas senti super bien. J'ai presque fait un jeûne sans réellement m'en rendre compte. Et après, j'ai repris un peu pied. Je me suis remis à m'entraîner, je me suis remis à manger et je me suis senti énormément mieux que 3 jours avant où je me posais beaucoup de questions, je me demandais ce que j'allais manger, je me demandais où est-ce que j'allais dormir et en fin de compte, j'avais pas mis de l'accent sur ce petit moment de jeûne qui finalement avait nettoyé tout mon corps de toutes ces toxines. Ce que tu racontes, je l'ai entendu mais des centaines et des centaines de fois. C'est vraiment il y a des gens qui me disent il y a plein de gens qui prennent des décisions en jeûne sur lesquelles ils butaient simplement parce que il y a plus de on a plus d'énergie vers le cerveau, et puis aussi on est moins, on a un corps qui est plus disponible de manière globale. Et souvent, c'est typiquement un vécu de contrainte, ce que tu dis, c'est-à-dire que t'as jeûné de manière forcée, tu l'as pas choisi. Et c'est souvent ce qu'on me rapporte. Il y a des gens qui écoutent mes conférences, ils disent ça y est, je comprends enfin grâce à vous ce qui s'est passé. Je trouvais pas ça normal. Mais c'est pour ça que ça vaut le coup de tester l'expérience. On va dire au moins sauter un repas, puis après jeûner 24 heures une fois qu'on a fait ça, de voir comment son corps réagit. Mais c'est pour ça que le jeûne m'a passionné à titre individuel au début, et qu'après je me suis dit mais il faut que ça soit expérimenté par le plus grand nombre, parce que pour moi le jeûne c'est pas une fin en soi, c'est vraiment un outil. Je peux jeûner pour mon mental, je peux jeûner pour récupérer à l'effort, pour préparer un effort, je peux jeûner pour favoriser une chimiothérapie, parce qu'il y a des études qui montrent que ça protège les cellules saines et que ça accélère la destruction des cellules malades. Donc c'est notamment les travaux du professeur Walter Longo à l'hôpital général en gériatrie en Californie. Et donc ça, ce sont des études qui ont été faites. Et donc vous avez toute une palanquée d'études sur le jeûne qui nous expliquent aujourd'hui ce qui se passe au niveau physiologique, et qu'en fait on peut jeûner de manière très opportuniste pour telle ou telle chose, et que pour moi ça devrait être intégré dans la boîte à outils du sportif, en disant voilà, pour la récupération ça c'est bien, pour la préparation c'est ça, si on sait qu'on a une petite tension courbature haute, qu'on a peur de faire une lésion, on va jeûner pour accélérer la cicatrisation, ou on va faire la monodiète, parce que le principe de la monodiète c'est la même chose. Vu que je mange qu'un aliment, je vais moins dépenser d'énergie au niveau du système digestif, que ce soit les sucs gastriques, les sucs pancréatiques, les enzymes, etc. Donc j'aurai plus d'énergie vers ou la performance ou le nettoyage cellulaire, alors que je peux amener un volume équivalent de calories. Ouais, et pour quelqu'un qui veut commencer, qui a jamais fait de jeûne et qui est même limite un peu gourmand comme moi, qui a tendance à beaucoup manger, qu'est-ce que tu recommandes? Est-ce qu'il vaut mieux commencer par le jeûne intermittent, la monodiète, combien de temps? C'est quoi le mieux? Alors déjà tu vides ton placard, comme ça t'es sûr de pas aller taper dedans. Et la première chose, c'est je pense que le jeûne intermittent c'est sympa, c'est de dire, alors souvent le réflexe de beaucoup de personnes c'est de dire j'enlève le repas du matin, mais ça va dépendre en fait. Moi je sais que maintenant je l'ai fait pendant des années, pendant 10 ans j'ai pas mangé le matin, et maintenant à la limite si je dois faire le jeûne intermittent c'est plutôt le repas du soir que je vais enlever. Mais c'est aussi parce que j'ai modifié mon schéma, et qu'avec une alimentation cétogène je sens que c'est plus le matin que je dois prendre, et j'ai pas de résistance à l'insuline le matin avec mon cortisol. Donc ça va déjà de laisser une plage de 16 heures où je ne digère pas. Donc c'est-à-dire je vais manger que sur 8 heures, 2 ou 3 repas par jour selon mes besoins. Mais après je peux... Et en même temps souvent ce qu'on dit c'est qu'il faut petit déj comme un roi, déjeuner comme un prince et soupe comme un mendiant. Comme ça, c'est en gros le plat, le repas le principal, là où tu dois le plus faire le plein d'énergie, c'est souvent, on dit que c'est le matin. Ouais. T'es d'accord avec ça? Je suis d'accord, ça dépend de l'activité qu'on va avoir. Il y a des gens qui ont un travail très sédentaire et qui vont avoir une activité physique le soir, et du coup ça va être un peu à l'encontre. Ou alors que tu sais qu'ils ont pas d'appétit le matin.
Et donc, c'est un peu à contre-cœur qu'ils vont manger. Donc, c'est pour ça que je laisse assez libre aussi chacun de savoir. Et ça, la question de l'appétit, est-ce que c'est pas quelque chose est-ce que c'est pas une habitude? Ah, c'est clairement un effet Pavlov. Hein. C'est une habitude. C'est une habitude pavlovienne par excellence, c'est-à-dire l'aiguille indique 7h30 ou 12h30 ou 19h30, j'ai faim. Oui, donc j'ai faim. Donc, sauf que, en fait, tu te rends compte que t'es pris dans une activité passionnante ou limitante, t'as plus faim une fois l'heure de la faim, entre guillemets, passée. Donc, alors, si c'était une vraie faim, tu devrais avoir encore plus faim, ça devrait être irrépressible. Ouais, c'est pas rare qu'à midi et demi, effectivement, tu vois l'horloge et tu dis, pour parler crûment, je crève la dalle. Et puis, tu finis un dossier sur lequel t'es vraiment concentré, avec cette impression d'avoir vraiment faim, tu sais, l'estomac qui se creuse. Et puis, arrivé à 14h30, et ben, finalement, l'estomac qui se creuse, c'est tout simplement déjà un estomac qui reprend sa taille normale après digestion, et puis surtout qui se régénère au niveau des sucs gastriques. Donc cette modification de l'acidité et des sucs provoque un gargouillement, puis une sensation qui est peu agréable. Donc si je bois beaucoup, ça passe. Donc là j'ai amené 0 nutriments, ça passe. Et c'est simplement un réflexe pavlovien. Le ventre gargouille, je mets quelque chose à manger, ça s'apaise. Sauf que en fait, si on met en corrélation ce que j'expliquais il y a une vingtaine de minutes, mon énergie, une fois la digestion achevée, elle va aller vers d'autres processus que la digestion. Si je lui remets de l'alimentation, l'urgence première du corps, c'est quoi? C'est d'aller vers ce qu'on m'impose. Donc, on m'impose de digérer quelque chose de l'estomac, donc je vais remettre cette énergie à la digestion. Et je n'ai pas besoin d'avoir assimilé aucun nutriment pour sentir déjà un effet de mieux-être, puisque j'ai diverti l'énergie qui était peut-être sur, je sais pas, la détoxination au niveau du foie, ou alors plus de concentration et d'acuité intellectuelle. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment être accompagné au niveau pédagogique quand on jeûne, ou quand on fait une modification dans son hygiène de vie de manière globale, pour comprendre les réactions de son corps, voir les soubresauts de son corps, et ne pas être influencé par une croyance, mais aller plus vers une réalité physiologique de terrain. Et en effet, le ventre gargouille, il faut manger. Ça, on le voit quand on a sauté un repas et que ça va mieux. Et puis, non, je me tords de douleur et j'ai rien. Donc le ventre qui gargouille n'est pas un indicateur de faim. On a abordé énormément de sujets. On aura fait un épisode spécial lancement du livre, qui est aussi un épisode spécial puisqu'on a fait péter les compteurs pour aujourd'hui. On a fait 2 épisodes en un là. Malgré tout, on a quand même quelques bons tuyaux pour la deuxième édition du livre, hein, Olivier. On va pouvoir creuser un petit peu sur la partie alimentation, on va pouvoir creuser sur l'épigénétique, on va pouvoir creuser encore un petit peu plus sur la prévention des blessures, parce qu'on n'en a pas parlé aujourd'hui, mais je pense qu'il y aurait beaucoup de choses à dire aussi sur la prévention des blessures, notamment au niveau des entraînements. Et ça, Mehdi et les frères Darvan en ont pas mal parlé dans le bouquin, mais aussi sur la partie alimentation, tout comme Valentin l'a fait. Mais je pense qu'il y a des choses encore un petit peu à creuser. Et puis on a encore beaucoup de sujets à aborder. Là, on a fait le livre Devenir triathlète. Peut-être que et en même temps, c'est aussi le sujet de la saison 2, c'est-à-dire que on l'a pas forcément mentionné, mais c'est vrai que c'est là maintenant aujourd'hui, ça fait 1 an qu'on a lancé le podcast. Et donc ça se mettait assez bien, donc la sortie du livre et la fin de la première saison, et on démarre d'ailleurs aujourd'hui donc la seconde saison avec un épisode de format long. Et donc voilà, et l'idée aussi du podcast, c'est forcément on va pas répéter ce qui est dans le livre, mais on va plutôt c'est plutôt un canal, je dirais, complémentaire, quoi. Donc on va pouvoir approfondir certains sujets avec plein d'experts différents, et puis voilà. Et puis le prochain livre, ça je m'aventure pas encore. Là je vais plutôt rentrer dans la phase de récupération, tu vois. On a fait un beau sprint, donc voilà. Dans tous les cas, voilà, j'espère que le livre vous intéressera, que vous apprendrez plein de choses. En tout cas, moi j'ai appris énormément de choses à travers ce bouquin, et ça a été vraiment un plaisir. Et puis j'ai hâte de pouvoir en discuter avec les lecteurs. Bon, alors juste pour terminer, on va peut-être pouvoir rappeler où est-ce qu'on peut se procurer ce très beau livre sur lequel on a mis toute notre âme et toute notre passion à écrire, non seulement dans les meilleure librairie, et on vous renvoie à tout l'épisode, justement, tout le sujet qu'on a abordé, mais vous pouvez aussi taper devenirtriathlète.com/commande et vous tomberez sur le site de exuvie.fr pour pouvoir retrouver la page exacte où se procurer le livre. On a passé un partenariat avec la BNF pour les malvoyants. D'ici quelques mois, le livre sera disponible en version audio, parce que le but des éditions Exuvie, c'est de parler à tous les publics. Et les personnes qui peuvent avoir des handicaps sensoriels, eh bien, on les accompagne de la même façon que j'avais fait la même chose avec mon documentaire, qui était prêt pour les
les malvoyants également et les sourds. Je précise aussi que on travaille sur du papier issu de forêts éco-gérées, qu'on a une démarche écologique, qu'on privilégie les circuits courts, qu'on imprime uniquement en France et que les emballages de cellophane sont biodégradables. Donc on essaye d'avoir une démarche qui soit la plus éthique possible, respectueuse de l'environnement et aussi des emplois locaux. Donc voilà, c'est important à préciser et qu'on alloue aussi une partie de nos bénéfices à des œuvres qui luttent contre l'analphabétisme et l'illettrisme, où on donne des livres et on donne financièrement à des associations. Donc il y a aussi une mission sociale à la maison d'édition et ça nous tient à cœur et je me permets de le préciser. Oui, c'est des valeurs qu'on partageait évidemment aussi avec Ohana notamment. Et donc voilà, à titre d'exemple, pour chaque commande sur la boutique, on va planter un arbre systématiquement. Et puis voilà, donc on a aussi pas mal de démarches plutôt écologiques et protectrices de l'environnement. Et donc c'est vrai qu'on a dû faire un choix. On avait été voir plein de maisons d'édition différentes. On avait reçu plusieurs offres et on avait effectivement choisi Exuvie, notamment pour ses valeurs. Et puis aussi parce que en termes de sujet, je pense qu'on était très alignés sur tout ça. Et c'est pour ça qu'on a décidé de faire équipe et qu'on en est très content. Nous aussi, c'est une grande fierté quand je vois le livre devant moi. Je me dis qu'il y a eu un gros boulot là parce que c'était engageant pour beaucoup de personnes. Je pense que on a dépassé les 12-15 personnes impliquées dans le projet, donc même avec les relecteurs encore plus. Donc voilà, c'est un bel aboutissement. Donc merci de la confiance. Et puis pareil, j'attends les retours maintenant des lecteurs parce que c'est ça, on propulse quelque chose, on est en proposition, puis après on doit s'abandonner aux lecteurs. Donc hâte d'entendre les auditeurs de ce podcast nous faire des retours, quels que soient les réseaux, pour qu'on puisse partager ça ensemble. Super. Merci à tous les deux pour ce long épisode et double épisode, de quoi entrer en matière pour la saison 2 du podcast. Et puis on se donne rendez-vous la semaine prochaine à Mano. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. On se donne rendez-vous sur devenirtriathlète.com/commande pour passer à la caisse pour acheter le livre et éventuellement faire les retours sur ce que vous en aurez pensé. Et puis on se donne rendez-vous aussi sur Apple Podcast. Ne l'oubliez pas, ça nous aide énormément si vous laissez un petit commentaire avec évidemment une note 5 étoiles pour nous dire ce que vous appréciez sur notre podcast et s'il y a des choses que vous n'appréciez pas. Bien entendu, nous sommes ouverts aux critiques. N'hésitez pas à nous envoyer un petit message. Tous les liens sont sur devenirtriathlète.com. On se fera un plaisir d'échanger avec vous et d'améliorer ou de repenser les conseils que vous pourrez nous donner. Fabien, merci encore pour ta participation à ce podcast et pour l'ouverture de la saison 2. Et puis effectivement, Olivier, je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour un superbe épisode. Salut! Merci à vous, à très vite. À plus tard, ciao! Merci d'avoir écouté cet épisode. N'oubliez pas de rejoindre notre groupe Facebook pour discuter avec les invités, commenter et poser vos questions. Et Olivier et moi, nous vous répondrons dans un prochain épisode. Et à la semaine prochaine. Salut les sportifs!